Alors, merci encore à tous ceux qui ont pu être présents aujourd'hui à ce webinaire qui va concerner, donc, comme le titre l'indique, le Ségur numérique sur la partie biologie médicale, en particulier en ce qui concerne les établissements de santé, sachant qu'on a un deuxième webinaire plus général qui concerne peut-être un peu plus les laboratoires de ville qui se tiendra le 30 septembre. Si certaines personnes souhaitent également y participer, elles sont également bienvenues, même si on parlera de sujets moins spécifiques aux établissements de santé. Alors aujourd'hui, on a prévu donc une séance assez riche de 2 heures dans laquelle on interviendra nous-mêmes à la délégation du numérique en santé, ainsi que le BH et d'ailleurs le SDB qui nous font le plaisir d'être avec nous, ainsi que l'Agence du numérique en santé, pour vous présenter un certain nombre de points sur le Ségur numérique sur la partie biologie médicale. Donc on a prévu de diviser les échanges en 6 temps. Donc une première introduction sur le Ségur numérique dans sa globalité. J'essaierai pas de faire trop de redites parce que j'imagine que vous êtes un certain nombre à déjà bien connaître le Ségur numérique. Un point ensuite qui sera fait par la docteure Carole Poupon du SNBH et le docteur Bruno Gauthier sur les enjeux pour les laboratoires de biologie médicale associés à ce Ségur numérique, en établissement de santé en particulier. Puis, dans la suite, Mathieu Slozard de l'ANS vous présentera le processus de référencement des logiciels qui est mis en place à l'Agence du numérique en santé. Ensuite, je vous parlerai des éléments un peu plus financiers et calendaires dans le mécanisme de financement à l'équipement qu'on appelle donc SONS pour système ouvert et non sélectif. Donc là, on discutera notamment des modalités de financement. Notamment, j'espère que vous pourrez voir quelles sont les perspectives financières en termes de financement à l'équipement pour les établissements dont vous faites partie. Et puis, Yolande Chavannes nous présentera un focus sur le dispositif SONES, qui est le dispositif non pas de financement à l'équipement, mais de financement à l'usage, dans lesquels, là encore, on essaiera de rentrer dans pas mal de détails sur les établissements de santé. Et puis, on vous fera à la fin un focus particulier sur les modalités d'accompagnement des acteurs, c'est-à-dire vous, avec les différentes offres de services de l'ANS et puis une initiative autour de pilotes. Donc voilà un programme qui devrait bien nous occuper. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse peut-être quelques séances de questions-réponses à la fin de chaque partie. Donc peut-être pendant qu'on présente chaque partie, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat après avoir renommé votre nom, comme ça on saura qui vous êtes. Ça nous permettra un petit peu de voir les questions qu'il y a, et puis on prendra un petit temps pour les questions à la fin de chaque partie, puis un temps bien sûr à la fin. Et bien évidemment, essayez de ne pas anticiper des questions sur une certaine partie si jamais les réponses sont dans des parties qui sont un peu plus tard dans la présentation, notamment sur le financement à l'usage, qui est un aspect important qui n'intervient qu'en avant-dernier, voilà, dans notre présentation. Donc, si ça vous convient tout le monde, j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait une première question sur l'enregistrement. Bien sûr, l'enregistrement sera disponible, ce qui fait que vous pourrez le rediffuser en interne dans vos établissements. L'objectif, ce n'est pas de le publier forcément Ourbi et Orbi, mais au moins aux personnes qui pourraient être intéressées. Donc, ne vous inquiétez pas du côté du film Nancy. On vous partagera ces éléments-là. Donc, pour commencer sur le Ségur numérique, je pense que vous connaissez tous bien nos objectifs, c'est de généraliser un partage et un échange sécurisé de données de santé entre les professionnels et avec les usagers. Ça part d'un constat d'un certain retard sur ce partage et cet échange, que ce soit par messagerie sécurisée de santé ou que ce soit par l'intermédiaire du DMP, et c'est pour ça qu'on y a mis des moyens très importants. Alors, il y a 2 milliards d'euros, c'est le chiffre des investissements dans le cadre de ce programme qui est financé par le programme France Relance. Et pour vous donner une idée de la marche à franchir, aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 10 millions de documents par an qui sont échangés vers le DMP, et on veut atteindre un objectif de plusieurs centaines de millions de documents partagés via le DMP et la messagerie sécurisée de santé. Et puis, pour la partie biologie, on a fait un petit relevé des compteurs récemment. Dans le DMP, il y a actuellement, donc c'est un chiffre de stock, pas un chiffre de flux, à peu près 3,4 millions de comptes rendus de biologie médicale. Alors, avec évidemment une limite qui est aujourd'hui, il y a environ 10 millions de DMP qui sont ouverts, ce qui est une contrainte évidemment qui va d'ailleurs bientôt être levée, comme vous le savez, par l'opt-out, alors qu'on a une estimation qu'il y a à peu près 200 millions de comptes rendus de biologie médicale qui sont générés par an. Donc ça, c'est un chiffre de flux. Donc ça nous donne l'idée de la marche à franchir, et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu, face à un retard qui s'accumulait d'année en année, donner un vrai coup de booster, et c'est vraiment la logique de ce programme pour le Ségur numérique qui, on en est persuadé, va pouvoir améliorer
le quotidien des professionnels de santé et permettre aux citoyens d'être davantage acteurs de leur santé. Au passage, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'accélérer la feuille de route de la transformation numérique qui est menée par la DNS et l'Agence du numérique en santé avec l'ensemble de ses partenaires, les GRAD, la CNAM, etc., sur notamment un certain nombre de services LOC sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Donc voilà un petit peu les objectifs généraux. Ensuite, la manière dont on a voulu travailler dans le cadre de ce Ségur, le Ségur il n'a pas commencé hier matin en préparation de ce webinaire, hein, c'est des travaux qui ont été initiés maintenant, on va dire, il y a presque un an, ou en tout cas qui ont démarré fortement au quatrième trimestre de l'année dernière. Pardon, j'ai un petit peu d'écho. Je ne sais pas si je suis le seul à l'entendre. Voilà, je pense que ça va mieux. Donc, c'est des travaux qui ont commencé au quatrième trimestre de l'année dernière. Et plutôt que de faire une réflexion en chambre très axée technique, on a voulu vraiment repartir des besoins et des problématiques qui étaient rencontrées par les professionnels dans le cadre du partage et de l'échange des données de santé, hein, qui était notre objectif. Et donc, on a constitué ce qu'on appelle des couloirs ou des task force, hein, c'est les deux termes qui sont utilisés, dans des domaines que sont la biologie, la radiologie, les établissements de santé, la médecine de ville, et se sont rajoutés d'ailleurs plus récemment des couloirs sur la pharmacie ainsi que sur le médico-social. Et il y a des projets aussi d'étendre ces réflexions à d'autres task force peut-être un peu plus spécialisées, notamment par exemple sur l'anatomocytopathologie, ainsi que sur d'autres spécialités médicales. Donc, dans ces task force, moi j'ai eu la chance de participer avec un certain nombre de personnes qui sont présentes à la task force de biologie médicale. Et donc cette task force, elle associait des représentants des biologistes et elle associait également des représentants des DSI des établissements de santé. Donc on a travaillé ensemble très régulièrement et puis on faisait, mais Carole Poupon va y revenir, une espèce de reporting où on avait des échanges de niveau stratégique avec l'ensemble des représentants des biologistes médicaux, à peu près tous les mois et demi. Donc ça, c'est la manière dont on a travaillé. Et le Ségur numérique, en termes de déclinaison, il s'appuie sur cette espèce de matrice double où, pour arriver à transformer le système de santé sur le volet numérique, notre conclusion était qu'il faut à la fois travailler sur la partie éditeur et à la fois sur la partie acteur. Et puis, il faut à la fois combiner des mesures financières et des mesures réglementaires. Alors, si on rentre un peu dans le détail de ce tableau, que vous connaissez probablement, mais qui est un peu plus décliné pour la biologie, sur les mesures financières d'incitation qui sont des éléments très importants, il y a un dispositif de financement à l'équipement qui va concerner beaucoup, en particulier les éditeurs, même si les établissements vont avoir un rôle important, on va y revenir tout au long de cette présentation. Ça, c'est vraiment l'action de financement à l'équipement qui a été découpée en deux vagues, qui est le système ouvert et non sélectif, dans lequel la puissance publique va financer des éditeurs pour déployer ce qu'on appelle la prestation Ségur, c'est-à-dire des nouvelles versions de leur logiciel, notamment de leur système de gestion de laboratoire, dans les établissements, et des versions qui correspondent à un cahier des charges, on va y revenir, à ce qu'on appelle les DSR, c'est-à-dire un certain nombre d'exigences, et pas n'importe lesquelles, justement celles qui nous permettent de résoudre les problèmes d'échange et de partage des données de santé. Donc ça, c'est la première case. Si on va sur la case en haut à droite, il y a des mesures financières pour les acteurs. Ça va être une partie de la présentation un peu plus tard. C'est le financement à l'usage. Donc ça, on va vous présenter la partie hospitalière, donc le programme SUNES, sachant qu'il y aura le pendant pour la partie laboratoire de ville, mais qui est plus en retard parce qu'il est tributaire, même s'il y a déjà eu des premiers travaux de réflexion dessus, de négociations conventionnelles qui vont s'ouvrir à la fin du premier trimestre 2022 entre l'assurance maladie et les organisations représentatives des biologistes médicaux. Ensuite, il y a des mesures plutôt d'ordre réglementaire, indépendamment des mesures financières. Il y a l'opposabilité des référentiels, hein, notamment le Code de la santé publique prévoit l'opposabilité de certains référentiels. Pour l'instant, il y a relativement peu de ces référentiels qui ont été rendus opposables, hein, notamment le référentiel INS. Il y a une particularité dans le domaine de la biologie, c'est que le décret de biologie médicale de 2016 rendait déjà opposable le cadre d'interopérabilité, c'est-à-dire le volet de contenu sur le compte-rendu de biologie médicale. Et puis, pour les acteurs, il y a le décret de biologie médicale, on en parlait à l'instant, et puis des futurs textes d'application de la loi OTSS qui vont préciser, peut-être davantage que ça ne l'est aujourd'hui, les obligations en termes d'envoi, de partage des données de santé, à la fois au DMP, par messagerie sécurisée de santé aux professionnels correspondants et par messagerie sécurisée de santé aux patients. On va avoir l'occasion d'y revenir également. Et puis, il y a des adaptations de ça dans les référentiels du COFRAC qui sont en cours de préparation et qui devraient compléter ce dispositif.
Donc, notre idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'ensemble des éléments soient alignés pour arriver à notre objectif, parce qu'on a vu par le passé que lorsqu'on faisait seulement certains bouts, eh bien, malheureusement, on n'arrivait pas forcément à nos objectifs. Donc voilà un petit peu une introduction très large, et je vais laisser la parole. Je ne suis pas certain que cette partie amène à des questions particulières. On pourra peut-être y revenir dans une séance de questions après l'intervention de Carole et de Bruno, et je vais peut-être laisser la parole à Carole et Bruno pour vous partager un petit peu leur vision de tout ça, et puis leur vision sur les enjeux stratégiques pour les laboratoires, et notamment en établissement de santé. Je te laisse peut-être la parole, Carole, si tu veux bien. Merci Raphaël. Je voulais vous remercier de nous avoir conviés à ce webinaire, parce que je pense que votre présence est importante pour expliquer effectivement les enjeux qui sont pour nous primordiaux. C'est une manière pour le biologiste de pouvoir assumer sa tâche dans sa complémentarité, je vais dire, par rapport aux outils que vous allez nous apporter. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, Raphaël, nous travaillons avec vous, avec la Task Force Biologie depuis le mois de novembre 2020, dans un groupe qui est dénommé le GIPS Bion. Alors GIPS pour groupe intersyndical de pilotage stratégique, et Bion comme biologie et numérique. Donc, ce groupe est constitué de tous les représentants des syndicats de biologie médicale, qu'ils soient privés, publics, CHU ou non CHU, donc nous participons tous, ainsi que le CNP, le Conseil national professionnel de biologie médicale. Donc, nous avons défini nos priorités qui figuraient dans le Ségur du numérique. Une des premières priorités, c'est pouvoir consulter le DMP, de façon à s'adapter aux demandes des prescripteurs, et puis de nous aider dans l'interprétation des résultats de biologie, qui est le cœur de notre métier et qui doit devenir quelque chose d'essentiel et de prioritaire. Ensuite, la possibilité de partager les comptes rendus de biologie structurés via CDA R2N3, ceci nécessitant effectivement un transcodage LOINC préalable. Ce partage se fera via effectivement le DMP, mais aussi par messagerie sécurité santé entre les professionnels. Il nécessite le respect des standards communs, la portabilité et la gestion de la demande. Ces évolutions vont entraîner des changements de pratiques importants, consultés notamment pour les établissements de santé, puisque la plupart d'entre nous ont déjà accès au DPI, mais c'est un grade au-dessus, la consultation du DMP, dans laquelle on récupérera sans doute plus d'informations. Donc ça va aussi jouer sur la gestion des prescriptions. Il faut des prescriptions de biologie qui soient logiques, non redondantes. Enfin, si on veut vers l'efficience qu'on demande depuis 2010, on a besoin de ces outils. Une dématérialisation de la demande, et aussi le partage des comptes rendus produits dans le cadre des séjours, et aller jusqu'au patient, des échanges possibles avec le patient via la messagerie de santé sécurisée citoyenne. Ça, c'est important. Peut-être un peu plus pour les biologistes privés, mais à l'hôpital aussi, c'est quelque chose qui devra se faire un jour. Pour relever ce défi et démontrer que ce secteur est en avance, puisque apparemment on est les bons élèves du Ségur du numérique, et on en est fiers, on doit travailler avec les DSI, ça nous paraît évident. Je sais que pour certains établissements, il y a déjà des chantiers engagés sur des nouveaux DSI, sur des nouveaux systèmes d'information de laboratoire, mais tout cela doit converger, et je pense que c'est important qu'on y aille tous rapidement. Enfin, il faut permettre une adaptation de ces mécanismes aux différents cas d'architecture mutualisée, que ce soit les GHT, mais aussi les GCS. J'ai un biologiste qui m'a posé récemment la question. Les GCS doivent être concernés aussi. Je vous remercie beaucoup
je vais passer la parole à Bruno Gauthier de la SFIL et du SDB, effectivement, et qui va vous donner une vision beaucoup plus technique que celle que j'ai pu faire moi-même. Merci. Alors, comme l'a dit Raphaël et Carole, on a beaucoup échangé pendant presque quasiment une année hein, avec l'ensemble de la profession, avec un objectif qui était bien défini, qui était de normaliser les échanges entre professionnels de santé, alimenter le DMP et également pouvoir échanger avec les patients. Donc, ces échanges ont abouti à la publication le 13 août de 2 dossiers de référencement et qui recueillaient un certain nombre d'exigences. Alors, pour les systèmes de gestion de laboratoire, hein, qu'ils soient de ville et d'établissement, et également un dossier de spécification qui est beaucoup plus léger, qui est celui du transcodage LOINC, qui est nécessaire en fait pour transmettre les comptes rendus au format structuré conforme au CISIS, c'est-à-dire en CDR2 niveau 3. Alors, ces spécifications ont repris un certain nombre d'éléments qui ont été cités par Carole, hein, la consultation du DMP. Là, on ne demande pas une intégration dans les systèmes de gestion de laboratoire, mais simplement un appel contextuel du WebDMP. Une intégration de ProSanté Connect, ce qui permet une navigation fluide après pour aller vers les outils type DMP, ou alors bientôt tous les outils qui vont être aussi mis à disposition dans le bouquet de services pro. Bien sûr, une implémentation de l'identité nationale de santé, une réception excusez-moi, la partie réception et visualisation du CDR2 et M3 provenant d'un laboratoire sous-traitant. Alors, ça, c'est pas une exigence, hein. C'est une cible. Ce sera une exigence en vague 2, mais en vague 1, à minima, on souhaite pouvoir insérer l'image du compte-rendu du sous-traitant dans le CDA ou le PDF produit par le laboratoire de première intention. Un élément important qui a amené à pas mal de discussions, c'est l'alimentation systématique du DMP, que ce soit bien sûr pour les laboratoires de ville, mais également pour les laboratoires hospitaliers, avec, pour les laboratoires hospitaliers, la possibilité de bloquer l'émission de certains comptes rendus, notamment par rapport, par exemple, au service. C'est vrai qu'un service de réanimation, il y a plusieurs bilans par jour. Il n'y a pas lieu d'alimenter le DMP avec l'ensemble des bilans qui ont été produits pendant ce séjour en réanimation. Pour le contexte hospitalier, la capacité de transmettre au DPI les CDR2 niveau 3 via un flux normé HL7ORU. Là, c'est important parce que pour alimenter derrière, vous savez, hein, il peut y avoir des données de masquage qui sont importantes au niveau du DMP, notamment pour tous les examens qui nécessitent une consultation d'annonce. Donc, le SGL et le DPI vont devoir gérer ces données de masquage. Un élément aussi qu'on attendait beaucoup, c'est la capacité d'import et de réimport du catalogue local des systèmes de gestion de laboratoire afin de procéder au transcodage LOINC. Donc, dans un premier temps, on n'a pas fixé de format, mais on verra que dans la vague 2, on a décidé de partir sur un format FHIR. Et enfin, une vérification systématique du RPPS. Diapositive suivante. Peut-être un mini complément, Bruno, par rapport à ce que tu as dit, c'est l'idée vraiment de générer à la fois le CDR2N3 et le PDF. Pourquoi ça? C'est pour prévoir les cas. Un des grands échecs de la transition API Crypt vers MSS a été qu'on n'envoyait que le CDA. Et malheureusement, même si on va conduire le même travail sur les logiciels des gestions de cabinet de ville,
il y aura toujours, au moins au démarrage, certains destinataires qui ne seront pas encore en capacité de lire le CDA, même s'il est auto-présentable, donc il peut s'afficher en XML dans un navigateur. Mais c'est pour ça qu'on a pensé qu'il était nécessaire d'envoyer les deux pour ce mode dégradé pour ceux qui ne sauraient lire que le PDF. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est important. Et un deuxième point que n'a pas cité Bruno, je crois, c'est pour l'identité nationale de santé, il est bien prévu que les systèmes de gestion de laboratoire sachent gérer une identité entrante qui provient de la gamme ou du référentiel d'identité, parce qu'il y a quelques établissements pour lesquels ce n'est pas la gamme, et en IHEPAM ou en HL7 ADT, pour pouvoir justement intégrer l'INS qui a été qualifié au sein du référentiel d'identité. Et peut-être juste un petit rajout aussi, notamment je sais qu'il y a beaucoup de DSI ici qui sont particulièrement sensibles aux questions de sécurité. On en profite dans le cadre de cette vague 1 pour demander aux éditeurs un certain nombre de réponses sur un questionnaire sécurisé sur la sécurité des systèmes d'information qui sera transmis à l'Agence du numérique en santé. Donc ça, c'est un élément qui est également incitatif pour les éditeurs et qui a été travaillé avec la communauté des RSSI des établissements. Désolé de cette petite coupure, Bruno, et je te laisse peut-être enchaîner sur le contenu de la vague 2 qui est plus tardif. Voilà. Le contenu de la vague 2, qui est prévu en 2023, qui a été en partie déjà discuté grâce aux échanges qu'on a eus avec l'ensemble de la profession. Alors, il y a plusieurs objectifs. Intégrer la demande numérique de biologie médicale en lien avec le projet d'e-prescription. Donc là, c'est important. Et on aimerait que la prescription dématérialisée structurée puisse être mis de façon prioritaire dans le Ségur vague 2. Un élément aussi qui va nous permettre de consolider complètement les résultats entre les laboratoires de première intention et de seconde intention, c'est les échanges entre LBM et sous-traitants au format HL7 V2, donc avec le profil IHE, ILW. Même chose pour les échanges entre les services cliniques et les laboratoires en interne. On va exiger le profil HL7 V2, IHE, LTW. De la même façon, pour les échanges de demandes et de résultats entre les services cliniques et les laboratoires externes, lorsque les établissements ne disposent pas de laboratoire, on sera également sous un format normé qui sera le HL7V2, IHU-LW. On veut également inclure dans cette vague 2 les problématiques de force probante des documents qui ont été prégnants là avec la crise du Covid, où on a été obligé de mettre en place les systèmes de QR code justement pour éviter la falsification des comptes rendus de laboratoire. Intégrer la consultation du DMP directement dans les systèmes de gestion de laboratoire en permettant également l'import. Mettre en place les routines de suppression de données, alors ça, et de gestion de la conservation, ça c'est un élément qui est important, qui est médico-légal et qui n'a jamais été jusqu'à présent développé complètement par nos éditeurs. Je vais en parler pour les formats d'import-export des catalogues d'examen de biologie médicale passés au format FHIR. Mettre en place la portabilité pour faciliter les changements de système d'information. Là aussi, c'est un vrai défi à l'heure actuelle pour les laboratoires. Lorsqu'ils doivent changer de système d'information, on est obligé de recommencer et de repartir de zéro. Une compatibilité Addendum 8, Sésame Vital et le module APCV et des exigences de sécurité opérationnelle qui vont être demandées afin d'élever le niveau de sécurité et de protection des données des systèmes de gestion de laboratoire. Alors, la slide suivante fait peut-être un peu peur pour compléter. Ah oui, non, pardon. D'abord, on voulait préciser effectivement, peut-être Bruno, tu peux en dire un mot sur le fait que sur les différentes architectures selon les établissements. Oui. Voilà, donc quelle que soit l'architecture, de toute façon,
le Ségur, en tout cas les exigences vont pouvoir répondre. Hein. Donc, vous avez plusieurs modalités de transmission au DMP ou par un messager sécurisé de santé. Vous avez une architecture qui existe essentiellement pour les établissements privés qui s'adossent à des laboratoires de ville. C'est le système de gestion de laboratoire qui va aller alimenter le DPI et qui va aller communiquer vers le DMP ou vers les autres correspondants extérieurs à l'établissement. Vous avez une autre architecture où le système de gestion de laboratoire passe par un EAI qui lui-même va aller alimenter le DPI et alimenter le DMP ou transmettre des comptes rendus à des correspondants externes. Et enfin, on a une autre architecture où c'est le DPI qui va se charger de transmettre les comptes rendus et par messagerie sécurisée de santé et alimenter le DMP. Donc après, on a des cibles. Voilà, donc ça, c'est les cibles d'interopérabilité qui sont voulues. Donc, on en revient à l'idée, c'est de transmettre le compte-rendu en CDR2 niveau 3 et de permettre, dans les cas où le système consommateur n'est pas capable de gérer du CDA, de pouvoir quand même lire le compte-rendu. Donc, soit on transmet du PDF nu, ça c'est lorsqu'on envoie par MSS, soit on transmet un CDR2 niveau 1 lorsqu'on alimente le DMP. Donc, vous avez toute la définition des flux. Je ne vais pas les décrire, hein, mais c'est les cibles qui ont été choisies en vague 2. On espère que d'ici fin 2023, l'ensemble des flux, que ce soit entre les laboratoires, les DPI et entre laboratoires de première intention et sous-traitants, tous ces flux soient strictement normés, ce qui facilite également derrière la consolidation des comptes rendus. Peut-être avant de répondre aux questions qui ont été posées dans le chat, un petit point de complément, c'est le fait de vouloir aller absolument vers un compte-rendu de biologie structuré, même si vous avez compris qu'on envoie la version PDF également, en plus, en doublon, en caractère dégradé, pour quand le destinataire ne sait pas lire un CDA. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment ça qui va permettre au destinataire d'avoir une forme d'intelligence dans la classification et dans la gestion des documents en entrée, y compris de le faire de manière automatisée. Par exemple, le cas d'usage le plus basique, c'est l'identité nationale de santé du patient, elle sera dans le CDA. Vous voyez là un exemple, c'est au milieu, en bas de l'écran, hein, des lignes de code du XML du CDA. Ce que ferait typiquement un logiciel de gestion de cabinet, et ça c'est prévu dès la vague 1 du Ségur, c'est de pouvoir automatiquement ranger un compte-rendu de biologie médicale qui arrive sur un patient donné dans le dossier du bon patient s'il existe déjà avec une identité nationale de santé qualifiée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'apparaît pas comme un nouveau document, qu'il ne s'insère pas dans une liste de travail, etc. Mais il est déjà pré-rangé et ce n'est pas une tâche de secrétariat qui fait le classement dans tel ou tel dossier. Ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement important et qui, je pense, facilitera beaucoup la coordination entre le laboratoire et ses correspondants, notamment en ville. Un autre exemple, et après j'arrêterai là, mais c'est la capacité de signaler au médecin correspondant qu'une valeur est pathologique ou présente un écart à la norme. Ça, c'est un élément très important. Et grâce au fait que c'est structuré dans le CDA, ça va permettre de l'afficher comme tel, avec peut-être une alerte ou une couleur différente dans le logiciel de gestion de cabinet du médecin de ville. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas pour le plaisir et la beauté conceptuelle de l'interopérabilité qu'on va sur des documents qui sont structurés. Je rebondis sur deux questions qui ont été posées par le CH de Vendée. Sur les données de masquage au DMP, les données de masquage au DMP concernent notamment les consultations d'annonces. Pardon, il y a un petit peu d'écho. Voilà. Je ne sais pas si on peut couper tous les micros. Merci beaucoup. Donc, sur les données de masquage, il est prévu que ce soit dans les paramétrages du système de gestion de laboratoire que ça puisse être renseigné.
et que si jamais c'est le DPI en fait, qui envoie au DMP, le DPI, via les messages HL7 ORU entre le SGL et le DPI, puisse reprendre ces informations de masquage. Et dans ces situations de masquage, c'est un document qui est quand même envoyé au DMP pour que le patient puisse le voir dans son propre DMP. Mais par contre, c'est des informations qui seront soit masquées au patient, soit masquées au PS, en fonction des situations. Il y a les deux possibles hein, dans les guides du DMP sur les situations masquées aux professionnels et masquées aux patients. Notamment pour les consultations d'annonce, hein, pour ce cas d'usage, c'est masqué aux patients pendant un certain temps et ensuite il y a un démasquage qui est organisé dans un deuxième temps pour une fois que la consultation d'annonce a pu avoir lieu. En tout cas, il y a bien une alimentation du DMP, mais par contre, avec cette métadonnée de masquage, qui est d'ailleurs un des éléments qui est particulièrement vérifié par le CNDA au moment de l'autorisation des éditeurs pour les API du DMP. Et sur la deuxième question qui concernait la force probante, il est prévu en vague 2 du Ségur d'implémenter des mécanismes de force probante. Notamment, vous avez vu qu'un référentiel avait été publié par l'Agence du numérique en santé sur ce sujet. Donc, il est prévu d'organiser la mise en place de ce scellement des documents au niveau du SGL, donc le scellement du CDA et du PDF. Mais ça, c'est des choses qui étaient trop complexes pour la vague 1, donc on les réserve pour la vague 2. Mais dans la ligne de mire, sur le moyen terme, on a la perspective, effectivement, de pouvoir avoir cette force probante des documents, c'est-à-dire de permettre aux destinataires d'avoir un bon niveau de garantie sur la personne qui a signé, qui a scellé le document. Pour compléter sur la partie DMP, c'est bien le système de gestion de laboratoire hein, qui va gérer les données de masquage et qui va le transmettre dans les flux. Pardon. Et peut-être avant de laisser la place à une petite séance de questions pour clore cette première partie, sur le site, donc on a une page hein, que vous verrez dans tous les documents sur la biologie médicale sur le site de l'Agence du numérique en santé. On a construit une fiche pratique pour les laboratoires, donc là vous voyez c'est un extrait, qui récapitule un peu pour les laboratoires, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de changement, de transformation, et quelles sont les actions qui sont nécessaires dans les prochaines semaines. Et surtout, ça vous détaille vraiment en résumé quelles sont les modifications de pratique ou d'usage lorsque vous aurez cette nouvelle version Ségur. En tout cas, ce que j'espère, on va y revenir pour les situations un peu plus compliquées où ce sera plus difficile d'avoir cette nouvelle version Ségur pour certains établissements. Mais tout ça, on y reviendra un petit peu dans le détail. Je ne rentre pas dans les détails de cette fiche pratique puisqu'on a quasiment listé avec Bruno l'ensemble des évolutions qui y sont présentées. Donc, je ne sais pas si on peut peut-être prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà plusieurs dans le chat à ce stade. Je ne sais pas si vous voulez les poser à l'oral. Peut-être on peut commencer par Dominique Pierre. Je crois qu'il y avait une question. Oui, j'ai mis plusieurs questions. Certaines peuvent être très rapides. Sur un point de détail, probablement, en comparant les DSR radiologie et biologie, je me suis aperçu d'une part que certaines références ayant le même numéro ne pointaient pas sur la même vérification. Donc, bon, il y a des petits problèmes peut-être de mise en cohérence qu'on pourra voir dans un autre contexte, pas de problème. Il y a dans le DSR radiologie une exigence de pouvoir indiquer un code data matrix pour l'INS dans les comptes rendus, et ça ne figure pas en biologie. C'est peut-être un peu dommage. Il me semble que l'intérêt existe dans les deux domaines. Est-ce qu'un DPI qui joue le rôle de passerelle est éligible au financement sur SunOS? Et puis d'autre part, j'échangerai volontiers quelques mots avec Carole Poupon sur le sujet de la motivation des équipes en général, dont on comprend que la crise sanitaire et les activités récentes n'ont pas été facilitantes, mais on a besoin de cette motivation. Alors moi, étant en ARS, je suis loin des réalités directement, hein, mais il me semble constater que d'un côté les DSI, de l'autre les biologistes, on a un petit peu de mal à fédérer tout le monde autour de cette tâche de la transcodification LOINC, qui n'est pas une mince affaire, qui est un effort conséquent.
Alors, on peut demander des efforts au premier de classe, hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, on aurait probablement un intérêt à une action, je ne sais pas si elle est syndicale, mais enfin de la profession, notamment dans le milieu hospitalier, pour aider à motiver les choses, sauf à avoir des financements qui ne sont pas attribués parce qu'on ne trouve pas de clients, ou enfin, et donc pas réussir ensemble ce beau challenge. Alors, pour répondre très rapidement à certaines questions, alors, sur les bourdes entre guillemets qu'il pourrait y avoir entre DSR, ça fait l'objet de beaucoup de travail, mais s'il y a des choses qui sont passées entre les mailles du filet, on essaiera de les corriger, on est preneur des détails de ce que tu as repéré, Dominique. Sur la partie code data matrix INS, c'est probablement une omission aussi, parce que c'était quelque chose en tout cas qui était dans les volontés initiales. Donc on va vérifier ce point-là, ça m'étonne, c'est la première fois que j'entends que cette exigence aurait disparu. Mais en tout cas, il est prévu, notamment dans le référentiel INS, que lorsqu'un logiciel qualifie l'INS, évidemment, il l'insère à l'intérieur des documents qu'il produit et qu'il envoie. Ça, c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait. Donc ça veut dire concrètement pour un CDA, le mettre dans les métadonnées, ce qu'on a montré tout à l'heure, mais également de le marquer sur le document. Et donc, on propose des modèles de cartouches pour renseigner l'identité du patient sur les documents. Et ça inclut également un data matrix qui n'est pas un document signé, un data matrix signé comme peut l'être le pass sanitaire ou ce type de choses, et qui est un document qui permet, lorsqu'il n'y a pas de transmission informatique avec le destinataire, à minima pour le destinataire de gagner du temps, c'est-à-dire éviter de faire la recherche à la main dans son logiciel en scannant le data matrix correspondant. Donc ça, on va vérifier sur la raison de pourquoi ce point aurait été omis. Ensuite, sur les plateformes d'intermédiation, alors je me lance et je cite des marques commerciales, même si je ne devrais pas, mais il y a beaucoup d'acteurs comme Enovacom, Raptor, Icanopé, Lifen, etc., et j'en passe, qui jouent ces rôles dans les établissements de briques, soit de AI, soit de plateformes d'intermédiation. Elles ont parfois, ces termes peuvent être synonymes avec des périmètres parfois un peu différents. En tout cas, il est bien prévu qu'on puisse candidater à un DSR quand on est SGL en partenariat avec ce type de plateforme d'intermédiation. Et par ailleurs, il existe un DSR spécifique dans le couloir hôpital pour ces plateformes d'intermédiation qui leur permet d'obtenir un financement propre. Ensuite, sur les questions de transcodification qu'évoquait Dominique et en lien avec Carole, c'est évidemment un enjeu clé. On estime aujourd'hui qu'il y a une petite fraction, alors quelques pourcents des laboratoires en France qu'on compte en entité juridique, il y en a à peu près 800, ou en entité géographique, il y en a à peu près 5000, qui ont réalisé la transcodification de leur catalogue en LOIC. Donc c'est bien pour ça qu'on a décidé, entre guillemets, de prendre le taureau par les cornes, et non seulement de financer, dans le financement à l'équipement, le financement SGL, de nouvelles versions de SGL compatibles avec l'échange et le partage, et en plus de financer une transcodification. Et d'ailleurs, on a bien prévu, pour simplifier les choses, de ne pas mettre l'un sur le chemin critique de l'autre, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte qu'on puisse faire la transcodification avant ou après. Même si, évidemment, si le logiciel de système de gestion de laboratoire ne permet même pas d'exporter le catalogue local, ce qui est quand même heureusement rarement le cas, ça, c'est compliqué d'engager la transcodification si ça, c'est pas possible. Donc, voilà un petit peu une réponse aux questions. Je n'ai pas bien compris la question qui correspondait, les échanges entre le SGL et les logiciels métiers type ICA ou Titan. Ça, n'hésitez pas à nous envoyer peut-être un petit message après la séance pour qu'on puisse mieux comprendre et y répondre. Ensuite, il y a une question correspondant les schémas d'envoi des CR vers le DMP, en disant qu'un des pays doit être en capacité d'afficher un CR envoyé par le labo au format CDR de N3. Qui a la responsabilité concrètement d'envoyer le CR vers le DMP? En fait, ça, c'est l'établissement dans sa globalité qui a la responsabilité. Par contre, on respecte, et on s'est vraiment adapté à ça, la capacité pour les établissements d'avoir des choix d'urbanisation qui sont différents. Alors, après, en termes de production médicale, ça reste quand même le biologiste qui signe, et ça, c'est un point qui est très important, y compris à l'intérieur de l'hôpital, le compte-rendu. Donc, c'est lui qui, quelque part, valide le résultat. Et d'ailleurs, il faut que les métadonnées CDA l'attestent que c'est lui, les métadonnées CDA, elles référencent des données sur le préleveur, des données sur la personne qui a fait la validation, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment le labo qui a cette responsabilité. En revanche, le clinicien du service clinique, indépendamment du fait que c'est lui qui a pu faire la demande de biologie, généralement, lui, il utilise les résultats de biologie pour apporter notamment des diagnostics cliniques. Et lui, il a notamment une responsabilité, c'est dans la lettre de sortie hospitalière, mais vous connaissez probablement ça mieux que moi. Il y a une section de synthèse sur les examens qui ont pu être réalisés dans le cadre de l'hôpital qui, pour le coup, est rédigée
au niveau du service clinique et pas dans le laboratoire. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois Frédéric Decou, Céline Gachot. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole brièvement avant qu'on passe aux sections suivantes. Raphaël, est-ce que je peux juste répondre Oui, rapidement bien à sûr, Pierre par rapport à des questions qui m'étaient destinées par rapport à notre rôle, bien sûr, qu'on soutient, qu'on diffuse l'information et qu'on essaye de faire le maximum parce que franchement, on y croit et c'est important de pouvoir le mettre en place. Ça fera l'objet d'une session à notre futur congrès au mois début octobre, les JFBM. Il y aura même une intervention sur le transcodage Loïc. Enfin, voilà, on essaye de mettre tout en œuvre. On diffuse l'information. Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Je suis contente de voir qu'il y a plus de 140 participants, donc c'est très bien. Et il y a une convergence qui doit vraiment se mettre en place avec les DSI, ça c'est important. Vous avez aussi posé une question sur le filtrage des comptes rendus, par exemple des services de réanimation. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait l'objet d'une réunion à elle toute seule où on avait convié des cliniciens. Voilà, donc nous on est complètement. S'il y a des messages contraires, on pense vraiment qu'il faut filtrer les résultats en fonction du service. Mais c'est pas le biologiste qui va faire ce tri. Là, je voudrais rassurer les biologistes. Hein. C'est dans le paramétrage de base que ça se fera. On ne va pas, pour chaque dossier, dire bah, tiens, celui-là, je l'envoie, celui-là, je l'envoie pas. Ce n'est pas possible. Voilà, j'espère avoir répondu. Oui. Je me permets de répondre peut-être à deux questions et puis après, on répondra peut-être par écrit parce qu'il y a quand même une vingtaine de messages en attente. Donc, comme il va falloir un petit peu avancer sur notre ordre du jour, je voulais juste répondre à une question qui était posée encore par le CH de Vendée. Donc, ça a été précisé à l'instant par Carole. L'idée, c'est que ça, c'est une nouveauté. Les comptes rendus de biologie médicale qui sont produits dans le cadre de séjour soient bien transférés au DMP, sauf exception par type de service, si jamais c'était estimé nécessaire en collaboration en termes de paramétrage entre le laboratoire de biologie médicale et le service clinique, ou éventuellement dans le cadre d'une décision qui serait prise, par exemple, en CME ou ce type de choses. Mais on change un peu le paradigme là-dessus en disant que, y compris des comptes rendus de biologie faits dans le cadre de séjour, ont une vraie utilité, hein, ça a été beaucoup débattu, en termes de partage aux professionnels correspondants et aux patients. Donc, l'envoi au DMP des CRBio dans le séjour, oui. En revanche, l'envoi par MSS des comptes rendus produits dans le séjour, ça, on estimait que ce n'était pas à faire en automatique, entre guillemets, par défaut, et que c'était juste ponctuellement, lorsque le professionnel, soit du laboratoire de biologie, soit du service clinique, estimait que c'était nécessaire, qu'il puisse y avoir une transmission manuelle au correspondant. La deuxième partie de la question est très importante, puisque la question, c'est quid des résultats partiels. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un peu deux modes d'échange de résultats. Il y a un mode d'échange un peu, on va dire, asynchrone, qui est l'échange sur la base du compte-rendu, qui est un échange nécessaire, notamment pour le partage, mais qui n'est pas un échange dans l'immédiateté, parce qu'il faut le temps de finaliser le compte-rendu, de le valider, de le signer, de l'envoyer par messagerie, et ces systèmes-là ne sont pas conçus pour donner une réponse, entre guillemets, au fil de l'eau dans la minute. C'est pour ça que beaucoup de services cliniques et de laboratoires de biologie médicale ont mis en œuvre des flux de demandes et de résultats qui ne sont pas basés sur du documentaire, qui sont basés sur des flux de demandes ou qui sont basés sur des flux de résultats, souvent en HL7. Et on a évoqué tout à l'heure le fait qu'on voulait généraliser le plus possible le HL7 V2 sur le profil LTW pour ce type d'échange à l'intérieur de l'établissement. Donc, les comptes rendus de biologie médicale, ils ne doivent pas être envoyés au fil de l'eau. Le compte rendu de biologie médicale, il doit être fait au moment où on a terminé les analyses. Alors, il y a la possibilité d'avoir des résultats partiels si on estime que c'est important d'envoyer un premier compte rendu avec des résultats partiels, mais il attend en termes de cycle de temps la fin d'un certain nombre de résultats. En revanche, pour un certain nombre de cas d'usage, les services cliniques, ils ont besoin d'un flux au fil de l'eau, qui est généralement pas basé sur du documentaire, et ça, c'est un autre flux parallèle qui est constitué de flux de demande lorsqu'elle est dématérialisée, ce qu'on souhaite évidemment dans le plus possible des cas, ainsi qu'un flux résultat. Et ça, c'est donc plutôt du HL7 V2 profil LTW sur lequel on vise à moyen terme, sachant que c'est des profils parfois un peu différents lorsqu'il s'agit de sous-traitance ou d'échanges avec des laboratoires à qui on externalise la biologie en externe. Confère ce qu'on a dit tout à l'heure sur le LTW et ILW. Ce que je vous propose, comme il y a encore une vingtaine de questions, c'est moi je vais peut-être m'atteler à y répondre pendant la suite de la présentation, et je propose peut-être de laisser la parole à Mathieu Slozard qui va vous parler un petit peu du processus de référencement qui est conduit par l'ANS. Je peux te laisser la parole, Mathieu ?
Oui, bien sûr, merci Raphaël. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler en 2 slides là, du processus de référencement et je vais surtout m'atteler dans un premier temps sur le fameux dossier de spécification de référencement. Donc, en fait, c'est assez simple, hein. C'est l'ensemble des exigences qui ont déjà été un peu détaillées euh, avant moi. Là, c'est l'ensemble des exigences fonctionnelles et techniques qui ont été retenues par les différents couloirs, donc d'un point de vue métier et technique. Et c'est vraiment les spécifications qui sont destinées aux éditeurs qui seront référencés. Ces documents-là, ils sont très importants parce que c'est un peu la base de votre échange avec les éditeurs pour pouvoir commander des nouvelles versions qui seraient donc référencées Ségur. Pour la biologie, on l'a dit, on a distingué sur deux niveaux. On a donc 2 DSR qui sont à consulter. Donc, on a une partie sur la partie SGL, donc système de gestion de laboratoire, et ça concerne la ville, les établissements de santé et les labos spécialisés. Et une partie plus aussi également transversale sur toute la partie transcodage des catalogues d'examen, et donc le transcodage LOINC qui avait déjà été amorcé. Donc, ça s'adresse à des acteurs, des transcodeurs LOINC qui ont été identifiés. Ce qu'il faut voir aussi dans le détail, un peu pour présenter rapidement ces DSR, je ne vais pas revenir sur toute l'architecture, mais on a essayé aussi de trouver des moyens de distinguer les différents éditeurs qui ne se positionneraient pas tous sur le même périmètre. Donc, on a mis en place des différents profils avec un profil général qui est évidemment obligatoire avec un certain nombre d'exigences que vous pourrez voir dans le document. Et puis, des profils conditionnels et cumulables, évidemment, sur différents autres niveaux. On parle, par exemple, du référentiel d'identité ou esclave de l'identité en fonction de comment est géré l'INS notamment à ce niveau-là. Des questions sur l'opérateur MELIS, le stockage des copies de titres d'identité, et puis des éléments sur l'environnement hospitalier qui a ses propres particularités. Donc, si on passe sur la slide suivante, pour en voir un peu plus sur effectivement comment vous pouvez débuter à travailler effectivement à partir de ces DSR. Donc, ils sont consultables directement sur le site de l'ANS à l'adresse indiquée. Donc, c'est sur le côté, il y a différentes annexes qui concernent l'ensemble des documents issus des dossiers de spécification. Ce qui est important, c'est de savoir que le référencement, là, il a été ouvert depuis le 1er septembre à l'ensemble des éditeurs qui souhaitaient se porter candidat. Et ils ont jusqu'au 15 mai, je crois, 15 mai 2022, pour déposer les dossiers et qu'on puisse inscrire, sachant que les commandes pourront également débuter. On va y revenir. Ce qui est important, vous voyez, on est quand même sur un planning, même si ça fait très longtemps qu'on travaille, et justement, on a anticipé pas mal de choses en travaillant avec les acteurs, les acteurs métiers, les différents éditeurs, etc., pour justement qu'on ait une liste qui corresponde rapidement aux besoins et pouvoir le mettre en place rapidement. On est quand même sur un calendrier assez contraint, donc il y a pas mal de choses que vous pouvez déjà faire, même sans attendre le référencement total et la date de juillet pour finir les commandes. Pour bien préparer le déploiement, ce qui nous semble important, c'est que vous puissiez évidemment consulter les DSR, mais aussi vous rapprocher dès à présent de votre éditeur pour savoir s'il a bien prévu de référencer sa solution et quand. Là, il pourra vous donner ces éléments de réponse. On a déjà fait, dans le tableau à droite, on a déjà fait un petit tour des différentes solutions SGL et également du côté LOINC pour savoir s'ils avaient prévu de ne pas candidater. On a quelques éléments, mais très, très, très partiels aujourd'hui sur ceux qui souhaitaient candidater. Mais on sait que, par exemple, Dedalus ne va pas candidater sur l'ensemble de son offre parce qu'il y a certaines offres qui ont tendance à se mutualiser. Mais on vous conseille effectivement de pouvoir vous rapprocher de votre éditeur. Ce qu'on sait, c'est que pour bien préparer le déploiement, parce que c'est ça aussi qui va être important pour vous, c'est que nous, on a demandé aux éditeurs qui soient en capacité aussi d'aider et fournir les outils pour l'atteinte des objectifs de financement à l'usage, dont on va parler un peu plus loin. Ce qui est important de se dire, c'est que ne seront financés, alors ça semble évident, mais c'est bien de le rappeler, c'est que ne seront financées que les commandes réalisées auprès d'éditeurs référencés et qui sont effectuées dans le calendrier prévu. Donc ça, c'est aussi c'est important à le noter là-dessus.
comme je vous le disais, se rapprocher de son éditeur pour connaître le calendrier de dépôt des dossiers. Mathieu, lancer le pardon, juste une transcodage. petite précision Ouais, sur les bons de commande. On a, pour permettre aux éditeurs, notamment dans leur gestion financière, hein, parce qu'ils sont évidemment intéressés à cette affaire, ils peuvent anticiper les bons de commande. C'est-à-dire que vous pouvez voir avec votre éditeur pour passer un bon de commande avant son référencement. Et ça permettra, entre guillemets, à l'éditeur de stocker, entre guillemets, des bons de commande de plusieurs clients, ce qui fait qu'au moment où il obtient son référencement, tout de suite, il pourra toucher l'avance de 30%, mais je reviendrai tout à l'heure, qui sera concernée. Donc, c'est quand même un point important à préciser. Voilà. Pardon, Mathieu. C'est la fameuse commande de prestation à 0 €, je pense qu'on citait juste en dessous, c'est ça? Oui. Je ne vais pas revenir dessus vu que tu l'as expliqué. Effectivement, c'est important de pouvoir commencer. C'est déjà possible effectivement de commencer, de lancer ces commandes et ça accélérera le processus ensuite. Et ça permet aussi à l'éditeur de bien connaître la charge aussi et de pouvoir anticiper ces éléments-là. Et enfin, un des éléments qui peut déjà être lancé également, c'est évidemment le transcodage Loink, qui peut être fait en se rapprochant des industriels spécialisés, si besoin, évidemment, dans ce cadre-là. Je crois que c'était à peu près tout. On voulait être assez simple sur ces éléments-là. Évidemment, s'il y a des questions particulières sur ces éléments, on peut en discuter si besoin. Ouais, je vous propose peut-être pour avancer qu'on groupe les questions, que je vous présente la partie financement de cette partie financement à l'équipement, et puis après on groupera les questions sur le financement à l'équipement. Donc pour enchaîner sur la partie plutôt, donc là c'était vraiment la partie DSR. Ça c'est le job surtout des éditeurs, c'est-à-dire c'est le job des éditeurs de venir voir l'ANS en disant ben voilà, moi j'ai ma version 10, elle est compatible Ségur, je vais vous apporter des éléments de preuve. Et ça c'est du concret, c'est pas un plan pour dans 5 ans. Le référencement il est ouvert et il y a des éditeurs qui ont commencé à déposer leur dossier dans le processus. Alors, il n'y a aucun éditeur qui a encore été référencé, mais c'est normal parce que ça n'a pas été ouvert il y a très longtemps, mais ça va probablement arriver dans les prochaines semaines. Ensuite, sur la question du financement, la manière dont ça va fonctionner, ce mécanisme de financement à l'équipement, ça c'est vraiment pour articuler, là je vais vous parler de la partie droite, hein, pas de la partie financement à l'usage, qui sera évoquée tout à l'heure par Yolande, qui est géré par ARS, DGOS, DNS. Là, on parle vraiment de la partie financement à l'équipement, qui est gérée par l'Agence du numérique en santé pour le référencement, donc tout le processus que vient de décrire Mathieu, et par une autre agence que vous ne connaissez probablement pas, qui s'appelle l'Agence des services de paiement pour la question des versements. Alors du côté des établissements, vous n'aurez pas d'interaction avec cette agence. C'est uniquement les éditeurs qui auront des interactions administratives avec cette agence. Mais par contre, on va avoir l'occasion d'y revenir. Ils le feront sur la base de documents en partie que vous aurez signés pour éviter, entre guillemets, j'avais noté cette expression, de faire un chèque en blanc, entre guillemets, aux éditeurs et de ne pas payer avant que la prestation soit effectivement correctement réalisée dans l'établissement. Donc ça, moi, je vais vous parler donc de cette partie financement de l'équipement pour les éditeurs, sachant que, vous l'avez compris, on s'était divisé en task force métier, mais qu'en fait, au sein de task force métier, il y a des DSR particuliers. Donc nous, en l'occurrence, sur la biologie, c'est les 2 SGL et transcodage Loink. Et sachant que sur l'hôpital, il y a également le référentiel d'identité, donc c'est souvent la gamme, le DPI et la plateforme d'intermédiation qui sont également d'autres DSR. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est un mécanisme, je vais vous épargner les détails juridiques associés à ça, mais enfin, c'est un mécanisme assez innovant où l'État paye les éditeurs pour le compte d'une prestation qui est réalisée pour des acteurs de l'offre de soins. Donc, c'est un peu atypique. On ne se substitue pas, ce n'est pas l'État qui va acheter ad vitam aeternam vos nouvelles versions de logiciels, etc. On ne se substitue pas à vous, vous restez le client de l'éditeur, mais en revanche, on donne un coup de boost quelque part, on vous paye une version particulière et la prestation de déploiement pour accélérer globalement le numérique en santé dans le pays, ce qui est notre objectif. Donc, il y a 2 vagues de financement. Donc là, ce dont on parle là, c'est la vague 1. On vous a parlé un petit peu tout à l'heure de ce qu'on mettrait dans la vague 2. Et le fameux arrêté qui a été publié là en août de cette année, donc le 13 août, il annexe 3 documents. Alors désolé, on est un fan de sigles, hein, mais il y a le fameux DSR dont vous a parlé Mathieu, qui est la liste des specs techniques et fonctionnels que doit respecter le logiciel. Il y a une annexe qui s'appelle REM, qui est un fichier d'exigence détaillé, avec notamment les modalités de conformité de l'éditeur. Donc tout ça, c'est vraiment le manuel pour l'éditeur, pour lui dire, si tu veux réussir à être référencé auprès de l'ANS, voilà comment tu dois faire. Voilà les tests techniques auxquels tu vas être soumis quand tu vas aller voir l'ANS. Ce qui est un peu similaire par certains aspects, pour ceux qui connaissent ça, à ce qui se passe déjà avec le CNDA pour certaines autorisations. Indépendamment du fait qu'il y a certaines autorisations CNDA qui sont nécessaires pour valider ce référencement.
Et puis, il y a un autre document dont je vais vous parler un petit peu maintenant, qui s'appelle AF, donc appel à financement, qui est annexé à ces arrêtés du 13 août, qui détaille pour chacun des logiciels, donc SGL, Loink, DPI, PFI, etc., le financement qui sera donné. Donc ça, évidemment, c'est très important, puisque c'est en lisant ce document que les éditeurs et les établissements, voilà, donc ils peuvent voir le montant du financement à l'équipement qui va être donné. Alors, d'abord, avant de discuter du montant combien, il faut savoir qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que la puissance publique achète quelque part aux éditeurs pour le compte des structures et des laboratoires. Ce qu'on achète, c'est une licence d'utilisation sur le périmètre couvert par le DSR. C'est-à-dire qu'on n'achète pas la licence globale de tout le produit, on achète juste une licence qui est restreinte aux fonctionnalités qu'on exige dans le DSR vague. Ensuite, on finance, et c'est ça qui est le plus coûteux, parce que la R&D, finalement, elle est mutualisée évidemment entre plein de clients. Donc, ce qui est vraiment coûteux, c'est le temps homme passé pour l'installation, la configuration, etc. Donc, on finance ces frais d'installation, configuration et de la qualification, à la fois du logiciel et puis de certaines demi-interfaces importantes, notamment l'interface d'entrée d'identité dont on a parlé tout à l'heure, mais également des frais de formation. Et on prévoit, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté dans les relations entre l'éditeur et les laboratoires, concrètement, combien est-ce que l'éditeur doit faire de séances de formation. Donc, on a prévu en fonction du nombre de sites combien de formations, et on a prévu le fait que l'éditeur, ce qu'il fait habituellement, mais ça va mieux en le disant, fournisse des documentations, un tutoriel en ligne, etc., pour expliquer comment marche sa nouvelle version. Ensuite, il y a la maintenance qui est couverte, mais là encore sur le périmètre du DSR, pas sur l'ensemble du logiciel. Le reste du logiciel, il est déjà couvert par le contrat que vous avez avec votre éditeur. Il y a des couvertes par cette prestation, évidemment, une prestation un peu de suivi de projet, c'est-à-dire ne serait-ce que tout bêtement des tâches de je tiens un fichier Excel pour dire ben voilà, mon client laboratoire, il en est là dans son étape, il a passé le bon de commande, il n'a pas passé le bon de commande, etc. etc. Mais ça reste une charge, hein, donc ça, elle est prévue là-dedans. Et puis, l'accompagnement à l'obtention de certificats, ça, vous savez, c'est l'alternative, notamment pour certains services, à la CPS, pour pouvoir, par exemple, alimenter le DMP par certificat serveur ou ce type de choses. L'éditeur est chargé de vous accompagner dans cette démarche. En revanche, la prestation ne finance pas, comme c'est marqué, le financement de boîtes aux lettres MSS nominative, applicative, organisationnelle, sachant qu'il y a des offres gratuites, des offres payantes sur ce sujet, comme vous le savez. Ensuite, les coûts associés à un changement complet de logiciel, c'est-à-dire que nous, on va payer un forfait Ségur, on ne finance pas une migration. C'est-à-dire que si jamais vous avez 10 ans de dette technologique sur votre SGL ou une convergence à faire ou que vous voulez changer d'éditeur, vous pouvez le faire. On vous incite à le faire. Et d'ailleurs, vous avez dû voir qu'un certain nombre d'exigences qu'on a apportées vont favoriser la portabilité. Mais néanmoins, ça, c'est à votre charge. On ne peut pas prendre ça en charge au niveau de la prestation Ségur. Et puis, pareil pour des coûts d'infrastructure, c'est-à-dire que si la nouvelle version, ce qu'on n'espère pas, mais si la nouvelle version Ségur nécessite, parce que vous étiez sur une version obsolète, une extension de mémoire ou des serveurs supplémentaires, ça, nous, on ne paye pas les acquisitions d'infrastructures qui sont nécessaires pour pouvoir installer une nouvelle version. Dans la majorité des cas, on espère que votre infrastructure existante était déjà suffisamment à jour en termes de serveurs, de systèmes de gestion de bases de données, etc., pour, entre guillemets, permettre l'installation de la nouvelle version. En tout cas, sur le bon de commande que vous passerez, la prestation Ségur qui doit être isolée, elle est, entre guillemets, couverte. Donc, si en parallèle de ça, il y a des prestations complémentaires qui sont nécessaires pour justifier certaines situations particulières, ça fera l'objet de bons de commande séparés. Ensuite, qu'est-ce que finance très concrètement? Donc ça, c'est presque pour ceux qui sont, entre guillemets, qui veulent vraiment les chiffres, c'est vraiment les chiffres à retenir, hein, ils sont sur cette slide, ils ont mis, comme vous pouvez vous l'imaginer, très longtemps à être établis, parce qu'on a regardé des scénarios, etc., dans tous les sens. Notre objectif n'était pas de faire une usine à gaz, il y avait beaucoup de pistes pour faire une usine à gaz, de faire par site, par instance, par site juridique, par nombre de biologistes, par document, par nombre de baies, etc. Donc ça pouvait nous emmener très loin. Et puis tout système a ses défauts. Donc on a mesuré certains scénarios, il y a un comité de financement qui s'est réuni pour valider ces orientations, et puis on devait travailler de toutes les façons dans un budget global qui nous avait été attribué dans le cadre des répartitions intra-Ségur numérique. Qui ont d'ailleurs, j'en profite pour le souligner ici, hein, pour ceux qui peut-être en douteraient, qui ont plutôt bien favorisé la biologie médicale
notamment pour ceux qui font des calculs un peu par professionnel. Alors, on peut faire des calculs dans tous les sens, mais la biologie médicale est quand même plutôt bien financée, et notamment ce qui a justifié ça, c'est que la biologie médicale on avait un haut niveau d'exigence dans les DSR, peut-être plus que dans certains couloirs parallèles, notamment par exemple sur la consultation du DMP ou la structuration du compte rendu de biologie médicale, et que la biologie médicale produisait beaucoup de documents chaque année, et que c'était des documents très importants pour la coordination des soins, la bonne prise en charge. Et donc, c'est ça qui a conduit à affecter une part importante des ressources du Ségur numérique à la biologie médicale par rapport à sa taille en termes d'activité. Donc, ensuite, sur le SGL, la solution qui a été retenue, elle est relativement simple, c'est de faire un financement par l'instance. Une instance, c'est notamment là qu'il va falloir faire des configurations, une installation, des tests, etc. Donc, c'est vraiment ça qui était un peu le facteur critique. Et le deuxième facteur de charge qui est très fort, c'est les formations, le déploiement. Donc ça, c'était… Alors, on aurait pu faire un nombre de biologistes en nombre de B, mais finalement, on a choisi le nombre de sites, parce que c'était quelque chose de facile. Et donc, on a construit des tranches, pour chaque instance, des tranches de sites. Et donc, en fait, on finance une subvention à l'équipement par instance. On va y revenir après sur un certain nombre de cas particuliers. Et on le finance, et le montant de financement, il est variable selon le nombre de sites qui sont utilisateurs de cette instance. Donc, si vous êtes un monosite, vous pourrez toucher sur cette instance un montant de 27 000 €, toutes taxes comprises. Enfin, quand on dit vous pourrez toucher, c'est l'éditeur touchera en direct, avec une avance, pour pouvoir faire la prestation Ségur d'une nouvelle version de SGL. Ça, vous avez vu qu'on a voulu faire un montant suffisamment élevé, y compris pour ces tranches monocytes, pour éviter l'effet où les éditeurs auraient, entre guillemets, ignoré les laboratoires monocytes ou de petits CH, etc. Donc, on a voulu éviter ça et mettre un niveau plancher quelque part du montant plafond qui était quand même assez élevé. Et puis, quand on monte en termes de nombre de sites, le financement augmente, notamment parce qu'il y a des frais variables de formation qui sont forcément plus nombreuses, des frais de paramétrage où il y a plus d'agents, etc., etc. Donc, au global, quand même, si on veut retenir un chiffre un peu médian, grosso modo, on finance entre 30 et 40 000 € par instance de GL, la nouvelle version. Voilà. Donc ça, évidemment, les éditeurs, les établissements, vous pouvez immédiatement calculer en fonction de votre situation, on va y revenir sur quelques cas d'exemple, quel est le montant de l'aide à l'équipement que vous pourrez toucher en vague 1 sur la SGL. Et les éditeurs, évidemment, ont fait ce calcul pour voir le potentiel sur l'ensemble de leurs clients. Et c'est pour ça que les éditeurs, d'ailleurs, se sont motivés à aller faire la R&D et, pour certains de leurs produits au moins, être référencés dans les temps. Et c'était ça, d'ailleurs, notre objectif au global pour que le système bouge dans son ensemble. Et ensuite, sur le transcodage Low-Inc, on a voulu faire là encore plus simple et se dire que certes, il y avait parfois des catalogues d'examens qui n'avaient pas le même nombre de lignes, mais qu'on faisait un forfait et que pour toute instance de biologie médicale, on finançait le transcodage à hauteur de 3 500 €, tout taxe compris. Donc voilà les barèmes qui ont été retenus pour le financement équipement vague 1. Et on voulait juste vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez éventuellement vous y retrouver. De toute façon, si vous avez des questions, on y reviendra dans la dernière partie. Il y a un service de support qui pourra répondre à vos questions sur moi, mon GHT, je tombe dans quel cas, je vais toucher combien, etc. Mais pour que vous puissiez probablement faire le calcul vous-même, un CHU, par exemple, qui a 2 instances logicielles qui chacune sont utilisées par plusieurs laboratoires différents, ce CHU, il va toucher donc 2 fois 32 940 €, soit un total de 66 000. Il va toucher indirectement, encore une fois, parce que c'est les éditeurs qui vont toucher cette somme. Quand on dit ces 2 instances logicielles de ce CHU du cas 1, elles peuvent être soit du même éditeur, ça existe, c'est une même version d'un même SGL, mais il y a vraiment 2 instances différentes qui n'ont pas encore été convergées, soit une situation qui arrive aussi, c'est qu'il n'y a pas encore eu de convergence. On a eu des débats philosophiques très longs sur la question de est-ce que ce n'est pas une incitation à la non-convergence. Il est clair, et c'est vraiment assumé qu'on souhaite tous, et je pense que éditeurs, établissements, pouvoir public, une convergence DSI. Ça, je pense que ce n'est pas une nouveauté. Vous le savez, dans le cadre notamment des GHT. En revanche, ce n'était pas notre objectif, la convergence numéro 1 dans le cadre de Ségur. Notre objectif, c'est dans des délais courts de permettre le partage et l'échange. Et si on attendait toutes les trajectoires de convergence, parfois ça nous emmenait 3-4 ans. Et donc, on a préféré financer l'ensemble des instances qui étaient existantes. Alors évidemment, il y a aussi une forme de raison quelque part de l'établissement. Si on reprend l'exemple de notre CHU là, qui a ces 2 instances et qui a prévu de sa convergence dans 6 mois, il ne va pas faire le bon de commande pour l'instance qui va être abandonnée.
au profit de l'autre, évidemment, puisqu'il y a cette convergence qui est imminente. Donc, à un moment, il faut s'adapter. En revanche, s'il va garder l'instance numéro 2 pendant 3 ans, ça peut justifier, ne serait-ce que pour les 3 ans, qu'il fasse la montée de version sur sa deuxième instance. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. L'exemple numéro 2, c'est un GHT convergé. Donc ça, c'est un GHT qui aurait fait l'effort de regrouper en une instance de SGL tous ces sites, et par exemple, qui aurait, alors je ne pense pas qu'il y ait de GHT peut-être aussi gros, mais l'exemple est peut-être un peu caricatural, mais s'il y a plus de 22 établissements dans ce GHT qui sont autour de ceux qui utilisent ce système de gestion de laboratoire, alors à ce moment-là, ce système de gestion de laboratoire touchera un montant de 37 000 € dans cette instance. Et puis, le troisième exemple, qui est finalement assez proche du premier, c'est un exemple où on est sur un GHT non convergé, qui dispose de 4 instances logicielles qui arrosent, entre guillemets, enfin, qui sont utilisées par des labos qui sont dans plusieurs établissements. Et donc, ce GHT touchera un montant de 4 fois 33 000 €. Sachant que là, on n'est pas dans une situation où les laboratoires ont fusionné. Ça c'est une autre affaire. Là, on est dans une situation où les laboratoires sont distincts. Il existe des laboratoires de biologie médicale accrédités dans chacun des sites du GHT. Donc ça, on va d'ailleurs tout à l'heure vous faire un peu l'équivalent sur le financement à l'usage pour que vous puissiez voir quelles sont les modalités qui sont, vous verrez, un tout petit peu différentes pour le financement à l'usage. Donc voilà ces cas d'exemple. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc le référencement, vous avez compris, ça ne vous concerne pas en direct, mais c'est pour les éditeurs. Ils déposent une candidature à l'ANS en disant, ben voilà, ma version 10, elle est prête, elle est compatible avec votre DSR vague 1. Il y a un peu de temps, dépôt d'épreuves, etc. Grosso modo, en 1 mois et demi, 2 mois, normalement, les choses se passent bien et l'éditeur est référencé. On le publie sur Internet. On délivre à l'éditeur un diplôme qui pourra ensuite montrer à l'ensemble de ses clients. Un diplôme, une labellisation, quoi. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, et d'ailleurs, ça peut se passer dans des temps parallèles, c'est la partie financement, c'est-à-dire l'éditeur se rapproche à des échanges avec son établissement. Il lui fait un devis en disant, ben voilà, je vais te faire la prestation de Ségur, je pense que je peux le faire à telle date, je pense que je vais être référencé à telle date. Sur la base de ce devis, vous faites un bon de commande, sachant qu'on a des modèles évidemment qui sont standardisés pour vous accompagner dans la réalisation de ce bon de commande. Et une fois que vous avez ce bon de commande, l'éditeur pourra aller chercher ces 30% d'avance sur les montants dont on parlait tout à l'heure auprès de l'Agence des services et des paiements. Ça, c'est évidemment quelque chose qui est très important pour l'éditeur, pour la gestion de ses frais et la gestion, le recrutement d'équipes pour permettre les déploiements, etc. derrière. Et ensuite, une fois l'éditeur normalement se fait référencer, assez rapidement après, s'il ne l'était pas déjà, il a déjà planifié avec vous à quelle époque, en 2022, il allait faire le déploiement, sachant que la date maximum sur le déploiement, on va y revenir, c'est octobre 2022. On ne veut pas d'un projet tunnel, on veut d'un projet qui se passe vite, quitte à laisser en termes de financement certains, entre guillemets, malheureusement, qui n'auront pas pu être dans les temps sur le côté dans le cadre de cette opération de financement. Et ensuite, on ne fait pas, ce que j'évoquais tout à l'heure, un chèque en blanc aux éditeurs. C'est uniquement lorsque l'établissement signera une VA, c'est-à-dire une vérification d'aptitude, que la prestation s'est bien passée, le logiciel fonctionne, etc., que l'éditeur pourra aller chercher le complément du solde, c'est-à-dire les 70% auprès de l'agence de service des paiements. C'est ça la mécanique. Dans cette affaire, l'avantage pour les établissements, c'est qu'il n'y a pas trop de paperasse, dans le sens où la paperasse, elle est gérée. Alors d'abord, on fait en sorte qu'il y ait le moins de paperasse possible et que ce soit le plus numérisé possible, mais indépendamment de ça, la partie administrative est gérée par l'éditeur. Et c'est l'éditeur qui vient présenter à l'établissement voilà la vérification d'aptitude, est-ce que tu es d'accord pour la signer, etc. Et c'est lui qui ensuite va chercher auprès de l'ASP les financements. Je ne rentre pas dans les détails, mais les conditions de versement du solde, ce que je disais, pas de chèque en blanc, il y a la signature de l'établissement pour dire que tout s'est bien passé, il y a 2-3 petits éléments de preuve complémentaires qu'il faut que l'éditeur nous fournisse pour toucher le solde, mais il n'y a rien de très particulier. Donc, en synthèse, et puis après, je vais laisser la parole pour le dispositif à l'usage. Les dispositifs usage et équipement sont indépendants. Ce ne sont pas les mêmes acteurs, ce ne sont pas les mêmes mécanismes, ils ne touchent pas les mêmes personnes. Donc, c'est bien important de comprendre la distinction entre les deux, même si évidemment, ils sont liés parce que ça va peut-être parfois être difficile pour les établissements d'atteindre les cibles d'usage sans avoir les nouvelles versions Ségur du financement à l'équipement. Alors, petite digression quand même là-dessus, il y a certains éditeurs qui ne seront pas au rendez-vous du référencement, mais qui vont faire pour leurs clients des évolutions qui ne contiendront pas tous les éléments du DSR, du financement à l'équipement, mais qui contiendront le minimum pour atteindre les cibles du financement à l'usage, dont on va vous parler juste après.
Et donc ça, c'est dans les discussions que vous avez avec votre éditeur qu'il faudra que l'éditeur vous dise, voilà, nous, on peut vous livrer une version qui vous permettra d'atteindre les cibles à telle date, etc. etc. Donc les financements sont versés aux éditeurs sur la base de devises 0 €, sauf exception, qui sont signés par les établissements de santé. Seules les versions logicielles référencées Ségur peuvent donner lieu à un financement dans ce cadre-là. Et il faudra que les déploiements aient lieu avant octobre 2022 pour que ces financements aient lieu. Ensuite, les structures restent le choix du maître de leur éditeur. Elles sont libres de changer de SGL, de leur architecture. Et on a essayé vraiment de construire tous ces DSR pour les différentes architectures qui nous avaient été évoquées par les représentants des DSI hospitaliers et des biologistes. Au finish, pour les établissements, il y a quand même plusieurs actions parce qu'il y a plusieurs couloirs. Hein. Il y a le couloir SGL, le couloir Low-Inc, qui sont indépendants, on l'a vu, le couloir système d'information de radiologie, le RIS, le couloir DPI, dossier patient informatisé, le couloir référentiel d'identité qui va concerner pour beaucoup les gammes, et le couloir PFI, plateforme d'intermédiation pour ceux qui ont des briques de ce type-là. Ensuite, il y a donc le cumul des deux pour un établissement. Il peut à la fois faire les opérations Low-Inc et les opérations SGL. Il peut aussi ne faire que l'un des deux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance qu'on a créée entre les deux, encore une fois. Les commandes peuvent être anticipées, c'est un point qu'on a évoqué avec vous. Et puis, ce n'est pas un chèque en blanc. Le solde ne pourra pas être touché par l'éditeur tant qu'il ne montrera pas à l'agence des services des paiements le blanc-seing, la vérification d'attitude qui est signée par l'établissement de santé. J'ai été un peu long, je vais probablement beaucoup de questions. Ce que je vais néanmoins faire, c'est peut-être plutôt y répondre par écrit pour être certain qu'on ne déborde pas trop sur le temps de la présentation du financement à l'usage et de l'accompagnement des acteurs. Et si on a un petit peu de temps à la fin, évidemment, je prendrai des questions sur ce financement à l'équipement. Je peux peut-être te passer la main, Yolande, si tu en es d'accord, pour présenter la partie financement à l'usage. Tout à fait. Merci, Raphaël. Grand complément du financement à l'équipement, vous avez le financement à l'usage qui s'intitule donc le programme SONES pour Ségur usage numérique en établissement de santé et qui repose sur un certain nombre de principes. Le premier étant que l'objectif derrière ce programme SONES est d'encourager l'usage des outils socles que sont l'INS, le DMP, la messagerie sécurisée de santé, en lien avec le démarrage de Mon Espace Santé début 2022. C'est aussi un financement direct aux établissements sanitaires. Donc, contrairement au financement à l'équipement qui, lui, c'est un dispositif d'achat pour compte. Donc, en fait, concrètement, ça sera versé aux éditeurs, ça ne passera pas par le compte bancaire de l'établissement. Là, dans le cadre du financement à l'usage, c'est un financement directement aux établissements sanitaires. Ce programme SONES, il s'inscrit dans la continuité du programme Open. Donc, de façon pratique, un établissement qui a déjà bénéficié d'Open, que ce soit sur les domaines D1 pour les comptes rendus structurés, sur le D2 pour l'alimentation du DMP ou le D6 pour la transmission des documents, donc un établissement qui a bénéficié de ces financements Open est aussi éligible au programme SONES, au financement à l'usage Ségur. J'insiste bien là-dessus parce qu'on a entendu un certain nombre de choses circuler là-dessus. L'un n'empêche pas l'autre et les deux sont possibles pour l'établissement. Un autre principe, c'est que le but, c'est d'avoir une vision centrée sur les usages qui permettent d'inclure tous les établissements. Ça veut dire que dans la façon dont ont été dimensionnés les forfaits à l'usage dans le cadre du programme SONES, l'enveloppe est suffisamment grande pour que tous les établissements qui se portent candidat puissent bénéficier de ce financement à l'usage. Si on reprend la comparaison avec le programme Open où il y avait un mécanisme de sélection, là, le processus, on a essayé de le penser plus simple, c'est-à-dire qu'il y a des prérequis à atteindre, vous les atteignez pas, si vous les atteignez, c'est bon, on valide, si vous les atteignez pas, on valide pas, et puis on va rentrer après dans l'histoire de temporalité. Le but, c'est que tous les établissements puissent bénéficier de ce financement à l'usage. Et le dernier point qui est important à mettre en visibilité dans ces grands principes, c'est que c'est un programme opéré en région par les agences régionales de santé et avec un pilotage national par la DGOS et la DNS. Comment se répartit ce financement à l'usage? On a deux volets. Le premier, c'est l'alimentation du DMP, qui est celui pour lequel l'instruction est sortie en juillet dernier. Donc là, il y a déjà les candidatures sont déjà ouvertes pour ceux qui veulent bénéficier des financements sur ce premier volet. Et puis le volet 2, lui, on va le concevoir là d'ici la fin 2021 avec le groupe de travail
de l'hôpital qui inclut bien évidemment des établissements qui sont concernés par un laboratoire de biologie médicale. Et donc dans ce volet 1 pour lequel les candidatures sont ouvertes, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a ce domaine biologie pour lequel des financements à l'usage sont dédiés. J'évoquais tout à l'heure les prérequis. Donc, on a dit pas de sélection dans le cadre du financement à l'usage, c'est uniquement une validation de dossier. Cette validation de dossier, elle repose sur quoi? Elle repose sur 6 prérequis que doit remplir l'établissement, qui se répartissent comme suit. On a 2 prérequis sur l'identitovigilance, où vous retrouvez le même prérequis que dans Open avec l'existence d'une cellule d'identitovigilance qui soit opérationnelle. Une nouveauté par rapport à Open, c'est l'appropriation du référentiel national d'identitovigilance RNIV 1, RNIV 2. Donc ça, de façon pratique, c'est un questionnaire que vous remplissez. On ne va pas aller regarder dans les réponses, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le tout, c'est que l'établissement ait rempli et complété les questions de ce questionnaire. Ouais. Le deuxième, les 2 autres prérequis, c'est sur la sécurité, avec la présence d'une politique de sécurité qui inclut la sensibilisation des professionnels de santé, un plan d'action SSI réalisé et l'existence d'un responsable sécurité. Le point qui va avec la sécurité, c'est la réalisation d'un audit externe de cybersurveillance au sein de l'établissement, avec une petite particularité pour ceux qui se portent candidats dès la première fenêtre de candidature, donc qui est en cours actuellement, où on accepte que l'audit ne soit pas encore réalisé, mais qu'il le soit après la fermeture de cette fenêtre de candidature, donc le 31 octobre. Donc on laisse une possibilité jusqu'au 31 décembre. Et les 2 derniers prérequis concernent l'échange et le partage d'informations. Donc ça, vous retrouvez la même chose que ce qu'il y a dans Open, avec la capacité du SIH à alimenter le DMP et l'existence d'une messagerie opérationnelle intégrée à l'espace de santé, à l'espace de confiance, MS Santé. Donc, comme je disais, ce qui va conditionner la validation d'un dossier, c'est l'atteinte de ces 6 prérequis. Pas de sélection, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de compétition au sein des régions. L'enveloppe est prévue pour que tout le monde puisse en bénéficier. En cas de laboratoire non hospitalier, les prérequis sont-ils les mêmes? Alors ça, donc le financement à l'usage dans le cadre du programme SONES est prévu pour les laboratoires hospitaliers. Donc c'est ce qu'expliquait Raphaël en tout début de webinaire, c'est que les laboratoires non hospitaliers seront traités ultérieurement. Il y aura un mécanisme qui sera défini par voie conventionnelle et on va essayer le plus possible d'avoir une cohérence entre les 2. Donc, il ne faut pas s'attendre à un exotisme particulier des exigences à l'usage pour les laboratoires privés par rapport à ceux de l'hôpital. En revanche, par contre, c'est vraiment des mécanismes de tarification différents. On ne pouvait pas faire autrement que de faire 2 canaux différents, SONES d'une part et les mécanismes conventionnels d'autre part. Merci Raphaël pour cette précision. Donc, les prérequis, ça c'est pour avoir ma candidature validée. Et après, il y a pour atteindre les cibles d'usage, donc toucher l'intégralité du financement forfaitaire dédié à l'atteinte des cibles d'usage. J'ai un certain nombre d'indicateurs. Donc, vous avez ces 5 indicateurs qui s'affichent sous vos yeux. Et on voit qu'il y en a un en particulier qui s'applique à la biologie avec l'alimentation du DMP en compte-rendu de biologie médicale, format CDR2N3, comme évoqué précédemment par Bruno, donc pas de surprise là-dessus. Au niveau des cibles, ce que vous pouvez voir, c'est que ce sont des cibles qui vont augmenter au fil du temps. Donc, vous avez 4 fenêtres qui correspondent aux 4 fenêtres sur lesquelles un établissement peut prétendre au financement à l'usage. Si je loupe la première, c'est pas grave, je peux me positionner sur la deuxième. Si je suis prêt sur les documents de sortie, donc c'est le domaine 1 sur la première fenêtre, je peux être prêt sur la biologie qu'en fenêtre 3, donc au premier semestre 2023, c'est possible aussi. Et donc ce que vous voyez, c'est que ces cibles, elles augmentent au fil du temps. Ce qu'on voit derrière ça, c'est que forcément, il y a un peu de temps pour rôder les organisations et donc on va mettre des cibles qui sont plus facilement atteignables
au début pour que ça ne soit pas trop difficile à atteindre et que les établissements aient envie de se lancer dès le début. Et puis, à la fin, les établissements auront plus de temps pour mettre en place leur organisation, pour mettre en place les solutions qui vont bien pour atteindre ces cibles. Et donc, forcément, le seuil augmente. Au niveau donc de ces fenêtres, ce qu'on peut voir, c'est que pour le financement à l'usage, vous avez 4 fenêtres donc, qui correspondent aux fenêtres semestrielles. J'ai parlé de la progressivité des cibles. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, derrière cette progressivité des cibles, comme il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on avait déjà dans Open, je pense notamment pour la transmission des comptes rendus de biologie médicale, en fait, à chaque fois, c'est une pondération entre la cible Open et puis la récupération de l'INS, parce que c'est la nouveauté introduite par le Ségur, enfin la nouveauté, non, ça devrait déjà être en place depuis janvier 2021, mais en tout cas, c'est bien l'objectif du Ségur d'être ce coup de pouce pour mettre en place l'INS. Et donc, on voit que sur l'INS, il y aura un temps de rodage des organisations pour récupérer cette INS de façon qualifiée, d'où ces cibles qui évoluent. Donc là, ce que vous voyez dans la progressivité des cibles concernant la récupération de l'INS, c'est une sous-partie, c'est un des composants des indicateurs qu'on a vus précédemment. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour éviter l'effet tous les établissements candidatent à la dernière fenêtre, il y a une dégressivité des forfaits. C'est-à-dire que si je me porte candidat au financement à l'usage sur la première fenêtre, donc dès le premier semestre 2022, j'aurai l'intégralité du forfait qui est prévu pour le financement à l'usage, pour mon établissement, pour mon laboratoire de biologie médicale hospitalier. Si, en revanche, je me positionne au dernier semestre 2023, j'ai une dégressivité des forfaits. Donc là, par rapport au forfait que je vais vous présenter juste après, en tant que laboratoire de biologie médicale hospitalier, je ne pourrais toucher que 80% du forfait dédié à ce domaine de biologie. Là, vous avez sous les yeux les différents montants forfaitaires associés aux établissements. Alors, plusieurs choses à voir là-dedans. C'est qu'un montant forfaitaire est basé sur l'activité combinée de l'établissement. Ça, vous l'avez déjà rencontré dans Open. Pour ceux qui utilisent O6, vous avez votre activité combinée indiquée dans O6. Et donc, dans le cadre du volet 1, domaine 2, puisque c'est bien l'objet de ce webinaire aujourd'hui, je vais être dans cette colonne avec, pour les plus petits établissements, je sais qu'au minimum, je toucherai 6 500 €. Bien sûr, à condition d'atteindre les cibles d'usage que je vous ai présentées juste avant. Pour les plus gros établissements, je peux toucher jusqu'à 80 000 €. Donc, c'est le maximum qu'on voit pour la catégorie D. Ce que vous pouvez voir, c'est que les catégories indiquées sur la gauche dépendent de la taille de l'établissement selon son activité combinée. En termes de financement aussi, on va raisonner à la maille du FINES PMSI. Donc, ça veut dire que le FINES PMSI, dans le cadre des établissements publics, c'est le FINES juridique. Dans le cadre des établissements privés, c'est le FINES géographique. À quelques exceptions près, mais au moins ça vous donne la règle générale. Et vous pourrez trouver, que ce soit sur la page web du programme SONES, qui est le même fichier que sur le site de l'ANS pour ceux qui l'ont déjà consulté, le fichier de calcul qui est le fichier de référence dans lequel vous pouvez retrouver votre établissement, son FINES PMSI et les montants forfaitaires associés. On vous a déjà calculé les montants forfaitaires pour que vous puissiez les trouver, puisque en fait, au sein d'une catégorie, pour éviter les effets de seuil, on a une progression linéaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui sera un établissement qui sera à 3 500 journées d'activité combinée, il va toucher à mi-chemin entre 6 500 et 13 000 €. Je vous laisse faire le calcul, ça sera autour de 9 000 €. Voilà, donc ça, ce sont les différents forfaits. Et puis, bien sûr, un établissement peut candidater sur tous les domaines qui sont ouverts. Donc, actuellement, c'est le volet 1 qui est ouvert. Donc, c'est les 3 domaines que vous avez sous les yeux. Le volet 2, comme je l'indiquais, ça commencera à partir du premier semestre 2022, donc un peu plus tardivement, puisqu'il va être en conception là.
qui nous permet d'arriver sur le calendrier. Alors, comment ça fonctionne, une fenêtre de financement? J'ai évoqué 4 fenêtres. Les 4 fenêtres, vous les retrouvez ici, donc qui correspondent au semestre sur 2022-2023. Pour être candidat sur la fenêtre 1, donc au premier semestre 2022, la période de candidature, vous voyez, c'est celle qui est en cours. Là, elle a commencé le 1er septembre 2021 et elle se termine le 31 octobre 2021. Les ARS ont jusqu'au 31 décembre pour instruire les différents dossiers de candidature. Donc, si l'ARS valide dès maintenant votre dossier de candidature, vous avez atteint les prérequis. Dans ce cas, vous pouvez avoir dès maintenant une réponse positive de l'ARS. Pour les cas plus compliqués, les ARS ont 2 mois de plus pour pouvoir les traiter, pour s'assurer qu'au 31 décembre 2021, tous les établissements qui se seront portés candidats sur la fenêtre en cours auront eu une réponse. Donc, soit la règle restant la même, soit ils ont atteint les prérequis, c'est validé, soit ils ne les ont pas atteints, c'est pas validé. Sachant que si ce n'est pas validé pour la fenêtre 1, rien ne les empêche de se porter de nouveaux candidats pour la fenêtre suivante. Voilà, le but, c'est vraiment que le plus d'établissements puissent bénéficier de ce financement à l'usage dans le cadre du programme SONES. Et alors, pour le volet 2, en fait, il n'y a pas la fenêtre 1 qui est sous vos yeux, ça sera à partir de la fenêtre 2, mais bon, comme c'est encore en conception, concentrons-nous sur ce qui est en cours. Ce que vous avez sous les yeux, c'est le formulaire pour que vous puissiez porter votre établissement candidat au financement à l'usage dans le cadre du programme SONES. Donc, vous voyez, c'est un formulaire démarche simplifiée qui est d'ores et déjà accessible. Vous avez le lien ici, je vais vous le remettre dans le fil de discussion. Donc, c'est déjà ouvert, vous pouvez déjà compléter ce formulaire. Et puis après, c'est instruit par les ARS. Et en cas de question, vous avez 2 références que sont soit la page web du programme SONES, pour laquelle je vais vous remettre le lien également dans le fil de discussion, soit le support, qui est une adresse mail sur laquelle la DGOS est très réactive pour répondre à vos questions. Et en particulier, il y a un certain nombre de cas qui demandent des précisions ou autres. N'hésitez pas à demander à la DGOS pour confirmation si vous avez un doute. Merci beaucoup. Ah non, pardon, il y a le calendrier que tu voulais évoquer également, Yolande. Et il y a le calendrier, effectivement, alors où vous retrouvez, c'est un peu ce qu'on a vu avant, mais ce qu'il y a d'intéressant là, c'est de regarder la complémentarité entre équipement et usage. Les deux, donc, alors, une formulation qu'on a bien, c'est indépendant, c'est-à-dire que si je touche l'équipement, c'est pas obligatoire que je touche l'usage, mais l'un n'empêche pas l'autre et c'est possible d'avoir les deux. Forcément, nous, ce qu'on va encourager les établissements à faire, c'est de mettre leur logiciel, d'avoir des solutions référencées Ségur le plus vite possible, parce que c'est ce qui va les aider aussi à atteindre les cibles d'usage plus rapidement. Donc, on voit qu'en termes de temporalité, cette vague 1, elle a commencé dès maintenant, même avant la première fenêtre de financement à l'usage, et puis elle se termine fin juillet, et comme ça, les fenêtres de financement suivantes pour l'usage peuvent bénéficier de ces solutions Ségur. Et je voulais aussi mentionner que dans ces 2 financements, le financement à l'équipement est quand même plus important que le financement à l'usage, même s'il est quand même très plutôt élevé, comme vous pouvez le voir dans les chiffres que vous avez montré, Yolande. Je ne sais pas si, Yolande, tu as déjà parlé sauf erreur, tu ne l'as pas fait, des mécanismes un peu particuliers, GCS, GHT. Je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus dans les chats. Oui, effectivement. Donc, nous avons eu un certain nombre de remontées des ARS sur. Il y a plusieurs cas particuliers qui existent, que sont donc les GCS. Alors, les GCS, donc je mets de côté les GCS établissements de santé, on va aller sur les GCS de moyens. Un GCS de moyens en tant que tel ne peut pas être candidat, n'est pas éligible au programme SONES. En fait, c'est l'établissement ou les établissements auxquels ce GCS est rattaché, les établissements partis de ce GCS, qui vont se porter candidat au financement à l'usage. Après, il existe 2 cas qui vont dépendre de la façon dont sont organisés les SI, dans le sens où si c'est le GCS qui transmet lui-même
compte rendu au DMP, parce qu'on a parlé d'indicateurs tout à l'heure, donc forcément, il va falloir les mesurer. Si c'est le GCS qui alimente lui-même le DMP, dans ce cas, on peut avoir un forfait qui porte sur le cumul des activités combinées des établissements partis de ce GCS. Si, au contraire, c'est chaque établissement qui fait l'alimentation du DMP, dans ce cas, c'est chaque établissement qui candidate sur ce domaine de biologie avec son activité combinée à lui et non le cumul de tous les autres établissements. Notre vigilance sera qu'il n'y ait pas de double financement, mais ça, vous l'avez bien en tête. Et évidemment, il convient dans ces cas-là, hein, si c'est le financement sur l'activité combinée complète de l'ensemble des établissements du GCS, et le raisonnement est d'ailleurs un peu équivalent sur les GHT, hein, il faudra que les établissements s'accordent sur les modalités de répartition interne, mais qui peuvent être faits sur la base de l'activité combinée, par exemple, ou d'un réinvestissement, par exemple, de cette somme pour des frais d'investissement dans le laboratoire au niveau du GCS, par exemple. Ça, c'est évidemment quelque chose à voir. Et puis, de la même manière, ce financement à l'usage, on a souvent des discussions, bah oui, mais nous, on n'en a jamais vu la couleur, l'établissement l'a eu, mais c'est tombé dans un grand budget global, etc. Je pense qu'il faut aussi, évidemment, lorsque vous préparez ces candidatures, que vous clarifiez bien est-ce qu'il y a un fléchage ensuite interne de ces montants qui seront attribués à l'établissement vers le laboratoire ou vers le SI pour le réinvestir. Mais ça, c'est des discussions qui sont internes et dans lesquelles on ne veut pas évidemment s'immiscer. Oui, et tu fais bien de le préciser, Raphaël, parce que contrairement à ce que vous avez pu connaître sur d'autres programmes de financement, et je pense notamment à Open, il n'y a pas de fléchage de ce financement à l'usage Ségur, dans le sens où l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter à votre établissement, que ça soit de l'infrastructure ou des coûts supplémentaires qui ne sont pas prévus côté financement à l'équipement, puisque c'est propre à votre établissement, et puis également les changements organisationnels que peuvent induire ces nouveaux fonctionnements, ces nouvelles fonctionnalités, et donc que ça puisse être couvert par le financement à l'usage, le programme SONES. Comme il est 40, ce que je propose, c'est malheureusement plutôt que de prendre des questions maintenant, de passer tout de suite la section sur l'accompagnement, et puis on gardera comme ça, j'espère, la quinzaine de minutes à la fin pour répondre aux questions, en complément de ce qu'on répond dans le chat ou de ce qu'on pourra vous répondre ultérieurement. Voilà. Je vous laisse la parole peut-être, Nolwenn et Jean-Baptiste. Oui, merci Raphaël. Donc, Nolwenn François, je vais vous parler rapidement, donc pour laisser le temps aux questions, du support qui est mis en place au niveau national pour vous aider à entrer dans tous ces dispositifs, à en bénéficier et à lancer vos projets. Vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'ANS un certain nombre d'éléments, de documents, de liens, etc., qu'on alimente au fil de l'eau, donc tout n'y est pas encore, et comme on est très imaginatif, on en rajoute régulièrement. Donc vous avez un premier document commun qui est en cours d'actualisation, donc qui comprendra notamment plus de détails sur toutes ces parties financement dont on vient de parler, et donc sa version actualisée sera en ligne d'ici la fin du mois. Pour échanger et bien comprendre, mais de manière très résumée et pratique, vous avez des fiches pratiques, donc il y en a pour chacun des couloirs. Donc là, on vous a mis les liens vers la biologie et vers le couloir hôpital. Vous pourrez, alors on prépare actuellement des sortes de modes opératoires au format PowerPoint. Ça vous permettra d'avoir d'une part des informations pratiques sur la mise en œuvre de tous ces projets, et le format vous permettra aussi de les réutiliser autant que le besoin de votre côté pour des présentations, des réunions, pour faire passer les messages comme vous le souhaiterez. On va parler tout à l'heure de pilotes sur le couloir biologie. Mais sachez qu'il y a déjà eu des pilotes sur le couloir hôpital avant l'été, et donc il y a un document retour d'expérience qui sera mis en ligne ce soir ou demain sur le site de l'ANS côté page Ségur hôpital. Et dans ce document, on décrit un petit peu comment on a accompagné ces pilotes, mais du coup l'intérêt, c'est la description du déroulé du projet qu'on a pu en faire, avec les points saillants, les points de difficulté, les facteurs de réussite, voilà. Enfin, le classique du retour d'expérience, mais qui peut aider à s'y retrouver et à monter son projet. En termes de support au fil de l'eau, on a des formulaires en ligne. Alors, je crois qu'on a oublié de mettre le lien là, mais vous avez dans chaque couloir, donc si vous entrez sur les pages Ségur du site de l'ANS,
des formulaires qui vous permettent de poser des questions et derrière, on a un support qui s'occupe de traiter l'ensemble de ces questions et éventuellement de les transmettre à des experts si elles sont très pointues. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Et puis, il y a des FAQ qui sont en ligne aussi pour chacun des couloirs. Vous avez ici le lien vers la biologie. On essaye d'être aussi complet que possible. On les alimente au fil de l'eau avec les différentes questions. On vous a mis aussi le lien pour votre culture, en fait, parce que dedans, on va plutôt retrouver des choses plus techniques, mais vers une FAQ dédiée aux éditeurs, dans laquelle ils trouveront des éléments, eux, sur la partie développement des exigences et sur le référencement. Des webinaires qu'on organise régulièrement. Donc, le prochain, celui-là s'adresse en particulier aux établissements de santé et on l'a voulu orienter vers, alors pas technique, mais plus sur la dimension du coup stratégique, financière. Donc, n'hésitez pas à relayer cette information du 24 septembre à 13h30 à vos directeurs, à vos présidents de CME. C'est fait pour eux. Voilà, on ne leur parlera pas trop d'informatique, c'est promis, c'est validé. Le 30 septembre, on repart de la biologie, mais alors du coup, plus orienté sur les laboratoires de ville, puisque ce webinaire-ci était dédié aux laboratoires hospitaliers. Tous les webinaires sont disponibles en replay. Il y a notamment eu, alors certains d'entre vous l'ont suivi, mais pas tous, et puis on sait que vous n'êtes pas toujours disponible à l'heure de nos webinaires. Donc, il y en a eu un dédié à l'hôpital, à tous les éléments Ségur de l'hôpital, le 14 septembre. Donc, il est en ligne sur le site de l'ANS. Et puis, il y a d'autres webinaires qui sont régulièrement inscrits et programmés. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et bien évidemment, les régions, les ARS, les grades qui sont chargés d'accompagner aussi les établissements au niveau régional organisent elles-mêmes des événements auxquels on participe pour certains. Donc là, ça commence et sur octobre, il y a beaucoup de régions qui prévoient des événements comme ça. Et nous, on vous retrouve tous à Santé Expo notamment. Il y aura aussi des interventions au GIB. Voilà, on est là pour répondre à vos questions et puis on est présent autant que possible partout où on peut l'être. Voilà. Ah bah oui, le lien vers le formulaire, excusez-moi, c'est contacter les équipes Ségur, c'était écrit en gros, je ne le voyais pas. Donc voilà, vraiment une organisation faite pour toucher tout le monde, embarquer tout le monde. Et justement, il a beaucoup été question d'embarquer les DSI, d'embarquer les biologistes. C'est notre objectif. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin du coup de soutien de notre part, d'éléments de langage, de support, d'intervention. Nous sommes là pour ça. Voilà, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va vous parler des pilotes. Bonjour à tous, merci Nolwenn. Donc Jean-Baptiste Couatre de l'ANS. Simplement pour vous dire que dans le cadre des travaux de la Task Force Bio, des pilotes ont été lancés dans 5 laboratoires, donc à savoir 3 laboratoires de ville et 2 labos hospitaliers, avec notamment Labo Sud, la CELAS Biofusion du groupe Innovi, la CELAR BioRive, un labo du CHU de Poitiers, ainsi que du CH d'Avignon. Donc l'idée est d'accompagner des pilotes pendant 6 mois, ce qui a d'ores et déjà commencé et se terminera fin février 2022. Donc une équipe d'accompagnement ANSDNS qui est également membre de l'équipe support de la Task Force Biologie est en pilotage afin d'accompagner les déploiements pour construire des retours d'expérience et lever les principaux freins. Donc, 2 principaux objectifs. Le premier est de vérifier le processus Ségur vague 1 de bout en bout dans les laboratoires pilotes, avec pour sous-objectif d'analyser le point de départ de chacun des labos et d'anticiper un certain nombre d'actions de préparation, par exemple la qualification des INS, l'alimentation du DMP, etc. Et le deuxième sous-objectif est d'éprouver le dispositif de financement SGL et LOINC. Le deuxième objectif est de valoriser les réussites de déploiement des versions Ségur vague 1 dans les laboratoires, avec notamment le fait d'étudier les modifications organisationnelles ouvertes par les nouvelles fonctionnalités techniques les plus structurantes, comme par exemple la gestion d'une boîte organisationnelle par les secrétariats pour les échanges avec les patients ou encore la consultation du DMP. Et puis de dresser un retour d'expérience formalisé dans un livrable collectif ayant vocation à être communiqué largement pour inciter davantage de labos à s'engager de la manière la plus simple et efficace possible dans la démarche Ségur numérique.
Donc, sur la slide suivante, les prochaines étapes avancées en priorité pour vous, vous concernant, sont tout d'abord de contacter vos éditeurs de SGL pour anticiper les bons de commande, de sonder l'offre des industriels du Transcollage Low-Inc, et puis de regarder les cibles d'atteinte Sun ES et anticiper les travaux pour bénéficier des financements. Des documents récapitulatifs sont à regarder, notamment la plaquette d'information biologie, et puis le support de ce webinaire sera mis à votre disposition, ainsi que le replay. Et puis, juste pour info, un prochain webinaire Ségur en bio est en cours de planification pour fin 2021, début 2022. Merci à tous pour votre attention. On va peut-être passer, s'il y a encore un peu de temps, aux questions, aux réponses qui restent. Mais... Le prochain webinaire qui est évoqué là, c'est un webinaire pour les établissements centrés, parce que pour ceux qui ont suivi, on a bien un webinaire sur la biologie médicale qui a lieu le 30, plutôt orienté laboratoire de ville. Il y a un autre webinaire pour les plus stratégiques pour les établissements de santé dont a parlé Nolwenn tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'idée de refaire un webinaire sur vraiment le même sujet, c'est-à-dire le Ségur numérique pour les établissements de santé. On en fera probablement un prochain à la fin de l'année. Avant de peut-être reprendre quelques questions, d'abord, je voulais remercier tous les intervenants qui avaient participé à cette présentation. À nouveau, tous ceux d'entre vous qui nous ont rejoints. Je voulais rebondir parce qu'il y a eu quand même beaucoup de questions sur les GHT et les GCS, donc je voulais revenir un tout petit peu dessus. Alors, d'abord, la question des GHT et des GCS, il faut qu'on l'aborde sur les deux financements. Il y a le financement à l'équipement et le financement à l'usage. Ce qu'évoquait tout à l'heure Yolande, c'est que sur le financement à l'usage, ce qu'il fallait qu'on regarde, c'est est-ce qu'en fonction du SI, il y avait deux scénarios. Il y a le scénario où on prend l'activité cumulée de tous les établissements du GHT, on verse le financement à l'usage à une structure, que ce soit un des établissements du GCS ou un autre, et ensuite, ils s'occupent de la répartition entre eux. Ou alors, on verse, par exemple, s'il y a 5 établissements, 5 fois le financement à l'usage qui correspond à leur activité combinée de chacun des établissements. Et à ce moment-là, c'est évidemment, on le verse à chacun des 5 établissements qui font chacun la candidature auprès de l'ARS. Donc ça, c'est les deux scénarios. Donc ça, par ailleurs, ce sera précisé par écrit, c'est ce qu'évoquait Yolande dans les questions-réponses. Donc ça, c'est pour le financement à l'usage. Donc en gros, la logique générale, c'est qu'on ne peut évidemment pas disqualifier les GCS et les GHT, mais il faut juste qu'on trouve les meilleures solutions en fonction des situations, de est-ce qu'on fait une activité combinée groupée ou est-ce que chaque établissement fait une candidature avec sa propre activité combinée. Bon. Donc ça, on donnera des détails, mais la logique, c'est celle-là. Le fait qu'il y ait les deux possibilités, on va essayer de s'adapter pour répondre à toutes les situations. Sur le financement à l'équipement, ça, c'est un mécanisme qui est différent parce que là, vous avez compris qu'on n'était pas sur un mécanisme où il y avait un établissement qui candidatait auprès de son ARS sur la plateforme dont on vous a mis le lien tout à l'heure. On était sur un modèle très différent. On était sur un modèle d'un établissement qui passe un bon de commande à son éditeur et c'est l'éditeur qui se fait payer quelque part le bon de commande par l'Agence des services des paiements. Donc, pour les barèmes de financement sur le financement à l'équipement, ce qui compte, c'est le nombre d'instances et le nombre de sites géographiques, c'est-à-dire le nombre de laboratoires de biologie médicale en tant que site géographique, accrédité COFRAC, ayant un finesse géographique, probablement avec les spécialités. J'ai vu qu'il y avait une question des HCL tout à l'heure sur la question. Donc là-dessus, c'est probablement, si par exemple il y a une instance convergée, il y a besoin que ce soit un seul établissement qui fasse le bon de commande, même si c'est ensuite une instance de laboratoire, une instance de système de gestion de laboratoire qui va être utilisée, y compris potentiellement par d'autres entités juridiques que l'établissement qui passe le bon de commande. Et ensuite, l'éditeur touchera l'argent pour cette instance de laboratoire, et donc ça profitera quelque part en termes de formation, en termes de déploiement, à l'ensemble évidemment des laboratoires qui utiliseront l'instance concernée. Donc c'est vraiment deux mécaniques un peu différentes, on a été obligé de faire comme ça. Le point pivot du financement à l'équipement, c'est l'instance, et le point pivot de la partie financement à l'usage, c'est l'activité combinée. J'espère que j'ai été plus clair. Après, pour être franc, c'est aussi un mécanisme un peu particulier sur lequel on n'est pas encore 100% stabilisé et sur lesquels on va, dans les FAQ sur le site, vraiment essayer de clarifier ces situations pour les GCS et les GHT. Je reviens sur une question qui est la dernière qui est posée, qui est une question extrêmement importante. Pourquoi mettre une deadline à octobre 2022 pour les déploiements en vague 1 ? Alors, il y a une subtilité d'ailleurs, c'est que pour les SGL, c'est octobre 2022. Il y a un petit délai supplémentaire qui a été accordé pour les DPI, RI et PFI en établissement de santé, c'est décembre 2022. Mais la raison pour laquelle on a voulu
avoir des calendriers courts, c'est que beaucoup des projets dans lesquels on s'était engagé par le passé aussi souffraient d'un effet tunnel. C'est-à-dire, oui, mais ce sera 2023, ce sera 2024, et donc ça ne se faisait jamais. On a voulu mettre des calendriers très ambitieux. Après, les éditeurs, ça fait longtemps qu'on discute avec les éditeurs de tout ça. C'est que les éditeurs, même si les choses ont été sanctuarisées par l'arrêté du 13 août, ils sont au courant un petit peu des premiers travaux et du contenu du DSR depuis, on va peut-être pas dire la fin de l'année dernière, mais en tout cas le début de cette année. Donc, ils ont pu prendre de l'avance aussi dans leur programme de R&D. Et puis, par ailleurs, beaucoup des éléments du DSR étaient déjà présents dans certaines de leurs versions. Hein. Il y a beaucoup des choses qui ont été rappelées pour harmoniser le niveau de tous les systèmes en France. Mais il y a beaucoup de logiciels qui avaient déjà une partie des fonctionnalités qui sont dans les DSR. Donc, les éditeurs sont au courant depuis longtemps et ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec les éditeurs pour leur dire « Alors, attendez, comment est-ce que vous allez calibrer en termes de version ? Vous allez passer dans quelle version de votre produit la version référencée Ségur? À quel moment est-ce que vous pensez que vous pourrez nous déposer l'épreuve? Et comment est-ce que vous vous organisez pour, entre guillemets, faire du phoning de tous vos clients pour permettre des déploiements dans une période courte? Parce que, par exemple, pour un éditeur qui serait référencé, disons, en mars 2022, il faut qu'il cadence un certain nombre de déploiements entre mars et octobre 2022, s'il veut toucher les financements correspondant à ces laboratoires-là. Et donc ça, il y a les éditeurs ont commencé à travailler, comment ils pouvaient paralléliser. Certains ont recruté des équipes spéciales pour ce déploiement par rapport aux anticipations aussi de revenus que ça leur procurait, etc., etc. Après, si jamais un établissement, d'abord, un éditeur qui n'est pas référencé du tout, bon, ou alors, pour une raison de cadencement, on n'arrive pas à trouver une période où il y a le déploiement entre mars et octobre 2022. Ce n'est pas non plus la fin des haricots. C'est-à-dire que l'hôpital reste dans ce cas-là dans une dynamique de client auprès de son fournisseur avec un contrat dans lequel il y a des nouvelles versions. Très probablement que la nouvelle version qui aurait dû être installée dans les roadmaps classiques contiendra un certain nombre des éléments qui sont présents dans le Ségur et qui permettront, on l'espère aussi, à l'établissement d'atteindre une candidature au programme SunEst. Donc, pour l'instant, on a des deadlines qui sont serrés. Je pense qu'on ne les décalera pas. Peut-être qu'à l'approche de l'événement, on finira par peut-être un petit peu les décaler, mais pour l'instant, c'est octobre 2022 pour les SGL maximum pour les déploiements, et décembre 2022 pour DPI, RI et plateforme d'intermédiation pour l'hôpital. Et vraiment, c'est pour éviter cet effet tunnel. Sachant qu'il y aura des rattrapages, entre guillemets, en vague 2 qui permettront aussi de s'opérer. Il y a une question sur est-ce qu'on peut avoir la copie de la présentation, comme l'indiquait Jean-Baptiste. Évidemment, on la mettra en ligne et puis on la diffusera peut-être en mail à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites au webinaire. Et je ne sais pas si, comme on a 7 minutes qui restent pour ne pas trop déborder, on est désolé, on n'a pas pris énormément de questions. On a essayé de répondre à quand même certaines d'entre elles et répondre dans le chat. Mais je ne sais pas si certaines personnes veulent marquer dans le chat qu'ils ont une question avant qu'on sélectionne peut-être la personne qui pourrait prendre la parole pour pas qu'on ouvre notre micro tous en même temps. Alors, on a une petite promotion commerciale d'un transcodeur Loink. Oui, on va évidemment reprendre l'ensemble du chat. On va le copier-coller pour ne pas le perdre. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est généralement ce qu'on fait à chaque fois qu'on a des questions, et qu'elles arrivent par chat ou qu'elles arrivent par mail, etc., c'est que celles qui nous semblent nouvelles ou sur lesquelles il n'y a pas de réponse dans les FAQ, évidemment, non seulement on répond à la personne, et puis surtout, on la rajoute dans les FAQ. Donc, on va copier-coller l'ensemble du chat, et je remercie par avance aussi l'équipe de l'ANS qui s'occupe de ce support. Voilà. Oui, on va regarder, Dominique, pour les questions de finesse géographique, pour être le plus précis possible sur le financement à l'équipement, qu'est-ce qui fait qu'on peut comptabiliser un site géographique. On a mis à disposition sur le site de l'ANS, sur la page biologie médicale, quelque chose qu'on a appelé fichier de calcul. Alors, c'est un nom un peu savant pour dire le fichier de ceux pour lesquels on considère qu'on a déjà identifié que c'était un laboratoire site géographique déjà existant. Donc, c'est intéressant pour vous d'aller voir dans ce fichier en lien avec votre éditeur pour vérifier que tous vos sites géographiques y figurent bien. Parce que ça, quand un établissement est dans ce fichier, ça veut dire que l'éditeur, il va avoir moins de démarches administratives ou de papiers à apporter pour prouver qu'il y a bien un site géographique qui est existant.
En revanche, si jamais le site géographique n'existe pas parce que le référentiel n'était pas à jour, etc., il est toujours possible d'apporter des preuves, par exemple une copie de l'accréditation ou ce type de choses, pour étayer le dossier et expliquer que oui, il y a bien 3 sites géographiques et donc on tombe bien dans la tranche B, par exemple, sur le financement d'équipe. Et donc, on a essayé de faire ce travail. Raphaël, ce fichier de calcul, donc ça, c'est le nombre de sites géographiques qui va vous permettre de calculer le financement à l'équipement. Et pour le financement à l'usage, alors pour faire simple, comme vous êtes les laboratoires hospitaliers, il faut aller chercher sur la page hôpital et vous avez pour chacun des sites, des établissements éligibles au domaine 2 biologie médicale, vous avez le montant en face correspondant, le montant forfaitaire pour l'usage pour cet établissement. Donc ça, c'est très important. En fait, les montants potentiels de financement à l'usage pour les établissements ont été précalculés. Donc vraiment, il faut que vous alliez voir, regarder les montants. Est-ce que, entre guillemets, vous allez vous battre pour candidater pour les obtenir, ce qu'on espère, et est-ce que vous pensez qu'on a fait les bons calculs, et s'il y a des erreurs, vous pourrez aller nous dire si vous pensez vraiment qu'on a une erreur manifeste. Je pense que c'est vraiment ça la bonne dynamique. Il y a une question très intéressante sur comment s'assurer que l'éditeur est labellisé Ségur. Ça, en fait, d'abord, c'est une discussion entre vous, client, entre guillemets, d'un éditeur, et votre éditeur. Et puis, il y a une relation de confiance, je ne sais pas, donc de bonne parole. Il y a aussi, évidemment, au moment où le référencement est obtenu de l'ANS, l'ANS va publier sur son site internet la liste de tous les éditeurs référencés pour les SGL, pour les transcodeurs Low-Inc, pour le dossier patient informatisé, etc. Donc évidemment, ce sera une liste publique. Et par ailleurs, il y aura une forme de certificat, enfin un document, une sorte de diplôme qui sera délivré aux éditeurs qui pourront s'en servir dans les relations qu'ils ont avec leurs clients. Après, l'enjeu, c'est de ne pas attendre tout ça, c'est ce que j'en évoquais tout à l'heure, et de passer les bons de commande avant, c'est-à-dire sur la base de la confiance de l'éditeur. Si votre éditeur vous dit oui, moi je vais déposer mes pièces en décembre, donc je pense que j'aurai mon référencement maximum en février et je suis prêt à caler 2 semaines avec vous pour déployer la nouvelle version en avril, je ne sais pas, par exemple, ça vous le calez avec votre éditeur et vous pouvez passer le bon de commande avant même que votre éditeur n'ait obtenu le référencement. Mais il y aura la liste évidemment sur le site de l'ANS. Je crois que Yolande, Monsieur Degout, demandait le lien de la page hôpital, si éventuellement. Oui, je le mets dans le fil des discussions. Dominique, on est preneur de ton temps. Je pense que si tu peux récapituler donc, les différents éléments, alors peut-être à l'oral, mais par mail, que tu nous as évoqués aujourd'hui, notamment les 40% d'erreurs que tu évoques. On s'est basé, notamment en termes de référentiel, pour construire ce fichier de calcul sous le contrôle de Yolande, qui a beaucoup participé à ça également, sur le finesse, évidemment, mais également sur la base PMSI, qui est également ce qu'on a utilisé. On a essayé d'ailleurs d'essayer d'être le plus inclusif, c'est-à-dire que s'il y en a un qui n'était pas dans l'autre et s'il y a l'autre qui n'était pas dans l'un, on a pris la solution maximaliste de prendre le maximum possible, en tout cas dans ces fichiers de calcul. Et encore une fois, ces fichiers de calcul ne sont qu'une simplification, c'est-à-dire que ça évite à l'éditeur d'apporter certaines pièces justificatives de l'existence du laboratoire en tant que site juridique et site géographique. Et Dominique, on a bien eu vos retours. Il se trouve que les erreurs que vous signalez, en fait, c'est plus des établissements qui ont des statuts spécifiques. Je pense en particulier au centre d'autodialyse, qui, eux, vont aussi faire l'objet de règles spécifiques. Et donc, en l'occurrence, les établissements sanitaires hors ces centres d'autodialyse ne sont pas concernés. Ils sont bien tous dans cette base de référence, dans ce fichier de calcul. Et idem sur les laboratoires de biologie médicale. Donc, encore une fois, c'est un recensement à partir de ce qui a été fait aussi pour l'équipement, donc pour qu'il y ait cette cohérence, mais on n'est jamais à l'abri qu'il manque un plateau ou autre, et là, c'est tout l'intérêt d'échanger avec les ARS pour s'assurer que région par région, les données soient justes et qu'il n'y ait personne d'oublié. J'ai déjà signalé ces erreurs et puis on m'a répondu qu'on ne changerait pas le fichier. Donc, il y a peut-être quelque chose qui pose problème. Et ce n'est pas les histoires de dialyse. Quand on invente des laboratoires dans des hôpitaux qui n'en ont pas, ça pose problème. Et le problème, il est aussi que, du coup, quand on compte les finesses géographiques, si on ne compte que le finesse de l'établissement site du laboratoire, eh bien, on déforme complètement les choses et on dégrade complètement les montants éligibles pour ce laboratoire.
parce qu'ils se retrouvent en catégorie, je ne sais pas quoi, A ou B au lieu d'être C ou D, ou enfin bref. Donc, il y a quelque chose à revoir et pas en balayant un truc en disant oui, envoie-moi un mail. Oui, après on ne peut pas le traiter là en séance dans les détails. Je ne suis pas doué pour les langues de bois, mais sur les critères. Après, encore une fois, ces fichiers de calcul sont les candidatures, enfin, quelque part, c'est aussi des candidatures qui émanent des établissements. Donc, dans le cadre de ces candidatures pour le financement à l'usage, il y a le moyen d'expliquer dans sa candidature pour qui on candidate, quelle activité, etc. Donc, de repréciser la réalité vue de l'établissement, qui est la bonne, évidemment. Et puis, pour le financement à l'équipement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un bon de commande qui est passé, qui annexe, enfin, qui décrit dans le cadre de ce bon de commande pour quelle instance est-ce que la commande est passée et quels sont les sites géographiques, les laboratoires qui utilisent cette instance. Après, moi, en synthèse, comme on arrive au bout de cette présentation, je voulais peut-être vous rappeler un peu les raisons pour lesquelles on fait tout ça, et ça a dû vous sembler très dense et peut-être par certains côtés un peu compliqué aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, une opportunité unique de dire qu'on donne un gros coup d'accélération sur le partage et l'échange sur la biologie médicale, qui est un domaine très important. C'est un peu un domaine qui avait la pole position, qui était souvent peut-être en avance en termes d'informatisation, peut-être sur d'autres domaines. Et je pense que c'est aussi important que la biologie soit un peu toujours en tête de ces évolutions et de ces transformations. On a un certain nombre d'actions pour accompagner et faire avancer vite l'ensemble de l'écosystème qui mélange des obligations et des incitations. Les incitations, vous avez compris, il y a deux grands piliers très différents sur l'équipement et sur l'usage, même si ces deux piliers sont liés. Et les grands messages, c'est en gros sur SONES, sur la partie usage, il va falloir à un moment donné, quand vous pensez pouvoir atteindre les cibles, que vous candidatiez auprès de votre ARS. Sur la partie équipement, ce qui est très important, c'est de se rapprocher de votre éditeur, parce que c'est vraiment maintenant, dès septembre, que vont se planifier non seulement est-ce que l'éditeur va être référencé, quand est-ce que vous allez passer votre bon de commande, et quand est-ce que vous allez planifier les opérations d'installation de la nouvelle version, parce que ça, c'est des opérations qui peuvent être assez lourdes, donc il faut les planifier parfois très en amont. C'est vraiment maintenant qu'il faut le faire pour des opérations qui peuvent se faire peut-être en avril, mai, juin, parfois juillet de l'année prochaine. Et en parallèle de tout ça, n'hésitez pas, parce que c'est un peu décorrélé, à vous rapprocher des 5 éditeurs, alors peut-être que vous en trouverez d'autres qui font du transcodage low-ink, que vous vous embarquez dans tout le reste ou pas, ça c'est quelque chose que vous pouvez cranter, parce que malheureusement trop peu de laboratoires l'ont fait jusqu'ici, pour réaliser le transcodage des catalogues d'examen. Et donc ça, rapprochez-vous des éditeurs du marché, parce que généralement, il n'y a pas d'opération commerciale préétablie avec eux, pour voir avec eux comment ça peut se passer. Je n'ai pas trop de doutes sur le référencement des transcodeurs low-ink, parce que c'est un cahier des charges qui est beaucoup plus léger que pour la partie AGL, donc je pense qu'il n'y aura pas de difficulté de ce point de vue. On vous renverra tous ces éléments, tous ces documents, et je vous remercie encore de votre présence et de votre participation, et on vous dit à la prochaine. Voilà. Merci beaucoup.